Salut tout le monde, bienvenue dans le Monkey Talk Show du ping, du clash et des effets rétro. À chaque épisode, un thème qui divise. Aujourd'hui, l'entraînement, un défi quotidien pour les clubs et les joueurs. On va parler technique et format d'entraînement, des enjeux matériels et d'encadrement au sein des clubs et l'entraînement chez les jeunes. Pour m'accompagner sur ce thème, Quentin. Salut Fred. Ça va? Ça va et toi? Bon, toujours bloc aspirateur? Toujours. Un petit spin de temps en temps pour varier, mais point trop d'infos. En tout cas, sachez que le bloc aspirateur, c'est vraiment pratique pour faire le ménage. Julien, bienvenue Julien. Ouais, toujours un truc bien. Avec un soft. Avec un soft. Bon, très bien. Toujours créateur de contenu et responsable de club, le Monkey. Pong. C'est ça. C'est un lien avec le Monkey Talk Show? Eh ben, je crois. Ouais. Anthony, salut Anthony. Salut Fred, ça va? Numéroté, ça va, merci. Bienvenue, toujours excellent joueur de double et éducateur sportif. C'est ça. Et enfin Cyril, ex-joueur, ex de beaucoup de choses, mais toujours présent avec nous avec grand plaisir. Exactement. Et toujours coach mental. Aussi, en ce moment et un peu dans les médias aussi. Je m'amuse à aller à droite, à gauche, dans le Monkey Talk Show. Parce que Julien nous a invités. Un petit avis sur vos pratiques d'entraînement. Bah, ça a été mon quotidien pendant trop longtemps. J'arrive même plus à compter parce que j'ai commencé en 85 et j'ai arrêté d'entraîner en 2020. Donc voilà, tout ce temps-là, j'ai eu au moins 3 entraînements par semaine. Ok. De combien? 2 heures, 3 heures? Ouais, c'est ça, c'est 1h30 Ouais. de 2 heures jusqu'à avoir une pratique quotidienne. Voilà. Ok. C'était mon travail et puis en tant que joueur aussi, m'entraîner tous les jours. Ouais, c'est ça. Les autres? Moi, j'étais en classe sport Ah oui. au collège. Mhm. Donc, je m'entraînais là beaucoup, 12 heures par semaine. Ok. Jusqu'à Plus les compétitions le plus les week-end. compétitions Je crois que je voulais dire 2 heures par jour. donc là, c'était beaucoup jusqu'à mes 12-13 ans. Et puis après, j'ai arrêté. Je jouais un entraînement, 2 entraînements par semaine jusqu'à maintenant. Le talent, mesdames et Non, messieurs. Mais, Impressionnant. Julien. Moi, je me suis intéressé aux différents leviers de progression pour un sportif amateur à travers la web-série Objectif 18, que certains ont suivi. Évidemment. Et je me suis heurté en fait à différents écueils, notamment sur la question du volume d'entraînement pour progresser à mon âge, c'est-à-dire passer 40 ans, Ah, avec les contraintes professionnelles, familiales et compagnie. on en reparlera, effectivement. Les contraintes de l'âge et les contraintes du quotidien. Quentin, un entraînement pour toi? Ouais, moi ça a été 2 phases très différentes. Pendant 20 ans, 2 entraînements par semaine avec la bonne coupure de 3 mois à l'été à la fin de la saison. Et puis quand j'ai voulu devenir plus performant et que j'étais stable professionnellement, tu le disais, ça joue beaucoup. Voilà, je suis passé à 4 entraînements par semaine et ça a bien m'aider pour progresser quand même. Très bien, merci. C'est aussi quelques conseils et suggestions pour vous, chers followers. Et je vous rappelle que j'ai un carton jaune, un carton rouge, dont Julien est le spécialiste et peut-être qu'il va passer Toujours injuste. évidemment la barrière. Aujourd'hui, on aura peut-être un carton rouge, on verra selon son humeur La et question, la c'est pas mienne. à qui, mais c'est quand. Ouais, c'est quand? C'est à quel moment de l'émission? On retrouvera évidemment notre rubrique Top sur Top, un duel de chroniqueurs avec des plages de 10 secondes pour donner un argument à tour de rôle. On fera aussi un bilan des championnats du monde 2025. Les Chinois sont-ils toujours aussi invincibles? À voir. Et ça fait éternuer Anthony, peut-être, Allergique aux Chinois. allergique aux Chinois. Et enfin, nous conclurons évidemment avec les questions des followers. Merci encore à vous de nous suivre. Allez, fini les présentations, on plonge directement au cœur du sujet. Alors, les techniques, les formats, les contraintes d'entraînement, messieurs les chroniqueurs, par quoi commence-t-on si on veut bâtir une base solide de tennis de table? Par s'amuser. C'est ça, j'allais dire donner le goût du jeu. Il faut aimer ça. Qu'on soit adulte ou enfant? Il faut trouver en fait ce qui est drôle. On commence tous par là. Il y a 2 grandes bascules quand on joue au tennis de table et qu'on s'investit beaucoup. On commence par s'amuser, on devient compétiteur et éventuellement on peut devenir professionnel. Voilà, donc c'est des façons d'aborder le sport différemment, mais le début c'est prendre du plaisir, s'amuser. Après, tout le monde s'amuse pas de la même chose. Il y en a qui vont aimer mettre des effets, il y en a qui vont aimer la stratégie, il y en a qui vont aimer se dépenser, il y en a qui vont aimer juste être avec ses copains, mais il faut que ce soit marrant quoi. je suis d'accord. Et après, par contre, si tu veux évoluer, tu peux vite être frustré. Si tu te donnes tu t'entraînes beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, tu peux être frustré. En fait, il faut pas s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner bien, comme il faut. Moi, j'ai vu, là, je progresse récemment. Je m'entraîne pas beaucoup, mais je m'entraîne comme il faut, correctement, et là, tu progresses. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là et qui veulent jouer beaucoup. En jouant beaucoup, ils disent, je vais progresser. Et il y en a qui arrêtent parce qu'ils disent, je progresse pas. Mais pourquoi tu progresses pas? Parce que peut-être tu t'entraînes pas comme il faut. Alors, je précise ma question, c'est les fondamentaux, en fait, quand on commence. C'est vraiment pour avoir des bases, une base solide. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut aller
Avec de l'amusement ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des registres de jeu, des gestes sur quoi il faut vraiment travailler au départ? Bah, moi, j'ai ma déformation professionnelle qui m'aide à répondre à cette question d'une façon bien orientée, justement, la technique. Plus mes années d'enseignement passent, plus je vois dans l'apprentissage moteur combien c'est essentiel d'avoir une technique qui est performante. Et en fait, il faudrait qu'on appuie beaucoup plus sur les fondamentaux techniques. Une fois qu'on commence à kiffer le tennis de table, on a mis le plaisir du jeu partout, la technique est pas qu'au niveau du bras. Le ping, c'est aussi se déplacer, la bonne technique au niveau des jambes et Donc technique de déplacement. technique pour réaliser les coups et c'est une vraie plus-value pour la suite en fait. Une fois que les choses sont placées, moi j'ai passé toute ma vie pongiste à déconstruire le bordel que j'avais mis au départ. Ah. T'avais eu un entraîneur, toi, au départ, ou pas? C'est moi qui ai déconstruit en partie. J'avais eu un entraîneur, un excellent entraîneur qui était BE3 et qui était le seul BE3. BE3, c'est quoi? Brevet d'État à niveau 3. D'accord, donc c'est un diplôme. c'était un entraîneur qui avait entraîné l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques Ah oui, carrément. de 92, donc D'accord. quelqu'un de réputé, qui a eu des interactions avec Gadel, qui était entraîneur gatien. D'accord. Voilà, donc j'avais vraiment... Les années 90? Et il voulait que je joue doucement et que je mette la balle sur la table et que je me concentre sur les sensations. Et moi, ça me parlait pas spécialement. La technique, elle était pas au rendez-vous. Et je suis arrivé avec 12 entraîneurs et je me suis rendu compte que moi, c'était un élément qui m'avait manqué. Et au vu de ma pratique au quotidien avec des non-pongistes qui apprennent aussi le tennis de table dans les cours, la technique, c'est la clé pour réussir. Alors j'entends technique de déplacement, mais aussi technique de geste. C'est la poussette, le top. On devra commencer par quoi, par exemple, Julien, pour toi? Moi, il faut pas me poser des questions. Là, je suis entouré de spécialistes. Oui, mais bon, ouais, mais on est plus de joueurs non numérotés que numérotés. Faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai. Mais je veux dire, j'ai pas de légitimité pour le moment à donner des C'est conseils. ton Donc là, moi, expérience. aujourd'hui, sur cette émission, je ne risque pas trop de cartons jaunes. Je suis plutôt en prise d'information et j'interviendrai de temps en temps quand j'ai un truc à dire. En de mon complément. expérience. Oh, le faillot! Vas-y, Anto. Ouais, après, moi, ce qui est important aussi au ping-pong, c'est la notion des effets, comprendre les effets. Donc, c'est super important. C'est la magie. Il faut comprendre les effets. Déjà, c'est ça, parce que si tu comprends pas les effets et que tu apprends des gestes, mais t'arrives en match, tu n'as aucune notion de la compréhension des effets, c'est déjà la première chose à comprendre, c'est le déplacement. C'est la compréhension des effets. Une fois que tu as compris ça, après, tu peux mettre des gestes en place. Mais on est tous faits différemment, on est plutôt grand, plutôt un peu costaud. Donc, tu peux apprendre une technique, mais tu regardes, personne n'a une technique parfaite. Donc ça peut après, oui, toi tu as eu des difficultés après, parce que tu as peut-être le coude qui vient comme ça et tout, donc tu perds du temps. Mais il y en a qui arrivent comme ça, qui arrivent très bien à rentrer fort comme ça. Donc il faut adapter sa morphologie au geste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le top ultime en fait, n'existe pas, non, par exemple. Si, il existe, mais ça dépend des objectifs que tu as quand tu commences. C'est-à-dire que je parlais des différentes bascules qu'il y a. Quand quelqu'un commence et on se dit il a l'envie d'aller vers le très haut niveau, voilà, et, Félix Lebrun a tout de suite montré des envies de dire je vais être champion olympique quand il avait 5-6 ans ou même avant. Donc oui, là on va le construire pour avoir une technique qu'on peut amener jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui commence, pour ça je parlais du plaisir, l'envie de jouer, en fait elle fait nécessité après. Donc il y a un effet que je comprends pas, il faut que je comprenne le jeu. Avant de pouvoir faire le geste, le tennis de table, c'est quand même un sport qui est un peu cérébral. C'est Jacques Secrétin qui disait que c'était jouer aux échecs en courant à 100 mètres. Et ça représentait très bien ça. Donc il faut déjà avoir ce côté de comprendre ce qui se passe. Et moi, qui ai entraîné beaucoup de débutants adultes dans les groupes de loisirs, le point de départ, c'est ça. C'est la première barrière, c'est il fait des services que je comprends pas. C'est quoi l'effet? Et en fait, je passais pas mon temps à leur dire tu vas renvoyer comme ça. Parce qu'il y a deux choses à faire, c'est comprendre et ensuite exercer l'œil. Et c'est des choses sur lesquelles on passe vite. Souvent, on va dire, c'est la main qui va diriger. Non, et tu dois d'abord comprendre et tu dois d'abord regarder. Et une fois que ça, tu l'as, après, on va mettre des réflexes en route pour développer le reste. Donc oui, on peut construire différents types de jeux, mais c'est l'envie de comprendre qui fait nécessité. Comme quand on est petit, on a envie de voir ce qui est marqué sur un panneau, on apprend à lire pour ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un joueur adulte, débutant, jeune débutant, qui a envie de s'amuser et de comprendre ce qui se passe. Et ça, je suis d'accord avec les faits. Je voudrais rebondir surtout sur la technique. La technique, elle est forcément personnalisée. Donc, elle est adaptée aux possibilités de chacun. Par contre, il y a des principes techniques qui des incontournables, qui sont essentiels à comprendre, à voir comment on peut les appliquer à soi, parce qu'on est la meilleure personne pour se comprendre et voir ce qui marche. Après, aider d'un entraîneur, mais au quotidien, c'est nous qui faisons nos retours sur nous-mêmes. Donc ça, c'est important de connaître les principes techniques et de les diluer dans un club de façon à connaître les principes d'efficacité pour réussir.
Très bien. Sur la durée et la fréquence d'entraînement, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose de plus pertinent? Est-ce qu'il faut faire des séances longues? Est-ce que c'est la fréquence d'entraînement dans la semaine qui est plus importante? Qu'est-ce qui vous semble Vaut pertinent? mieux, par exemple, si tu veux faire 6 heures d'entraînement par semaine, je pense qu'il vaut mieux faire 2 entraînements de 3 heures. Parce que si tu fais un entraînement de 2 heures ou 1h30, des fois des séances d'1h30, ça n'a aucun intérêt, tu t'échauffes. Pour moi, l'intensité, elle arrive. Tu te mets du temps pour te rentrer dans une intensité dans un entraînement. Je suis pas d'accord. Et du coup, pour moi, une bonne séance de 2h30, 3 heures. Ok. Pour moi, il faut moins d'entraînement, mais mieux structuré et plus longtemps. Et parce qu'effectivement, ça met du temps, se mettre en route, la machine, etc. On peut le comprendre comme ça, Julien. Dans le cadre de la web série L'Objectif 18, j'avais interviewé Lucie Gauthier, et qui, elle, m'avait expliqué, nous avait conseillé avec Dimitri de plutôt, vu qu'on n'a pas le choix, parce que l'idéal c'est de faire des gros entraînements régulièrement, et quand tu n'as pas le choix parce que pour des contraintes de temps, c'est mieux de privilégier des entraînements plus courts, mais de jouer plus souvent, pour des questions de répétition, de répétition, enfin, de connexion neuronale et compagnie. Voilà. Donc moi j'avais retenu plutôt cette information-là. On est un sport de répétition de toute façon parce qu'on est ultra précis dans le service, dans la répétition, de l'adaptation à la vitesse. Pouvoir s'entraîner, mais pour tout ça fonctionne. Vous faites du piano, vous apprenez une langue étrangère, c'est la répétition récurrente. Vous allez courir, vaut mieux courir 5 fois 10 minutes dans la semaine qu'une fois 50 minutes. Voilà, si j'exagère, je peux aller jusque-là. Après, c'est aussi un apprentissage sur des séances longues, comme tu dis. C'est la contrainte aussi du club d'avoir le temps, la possibilité, le créneau. Et après, c'est entraîner la concentration. C'est-à-dire que je parlais des débutants. Si je mets un débutant, un débutant sur une séance de 3 heures, il tient pas la concentration. Au bout d'un moment, il va craquer. Il faut déjà avoir un certain niveau pour faire ça. Donc au départ, et même cas personnel. Oui, on partage l'expérience. Fais-toi ce que tu aimes. Évidemment. Tu préfères des séances longues. Et ça s'entend. Mais si moi, je devais te donner un conseil à quelqu'un qui se met dans le tennis de table ou qui joue depuis quelques années, mais en loisir, vaut mieux privilégier d'aller plusieurs fois à la salle. Alors après, c'est pas évident parce que il y a le déplacement, il y a le temps de préparation. La logistique. Ça veut dire que si on y va, on se dit, je vais pas y aller que pour 1 heure. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie régularité. Et d'un seul coup, il n'y a plus le temps sur 2 ou 3 heures, comme tu dis, où il te faut déjà une demi-heure pour retrouver des sensations. Si tu joues tous les jours 45 minutes, au bout de 5 minutes, tu as la même sensation que la veille parce que c'est répétitif. 2 choses, je pense. Déjà, pour rentrer dans une séance, on peut mettre de l'intensité dès l'échauffement. À partir du moment où on a fait un échauffement physique adapté qui nous aide hors table. Voilà. Ce qui est un grand tabou, ça, l'échauffement hors table, au tennis de table. De moins en moins, j'ai l'impression. De moins en moins, mais ça reste quand même un tabou. L'échauffement se fait beaucoup à la table. Ouais. Alors que les articulations, elles sont pas prêtes. C'est vrai que si on fait pas d'échauffement en amont, je suis d'accord, on peut pas mettre l'intensité tout de suite parce que là, ça devient dangereux. Donc, il faut faire l'échauffement en amont. Après, en fonction de chacun et de ses faiblesses musculaires et articulaires. Et là, on peut rentrer directement dedans. Et toi, tu parlais 2x3 ou 3x2. Moi, je dirais, si l'emploi du temps le permet, parce que c'est toujours les contraintes de chacun, 4 fois 1h30, ça peut le faire aussi. Pour moi, c'est presque l'idéal. C'est presque plus efficace. Dans tes 1h30, tu comptes l'échauffement dedans ou pas? Parce que c'est ça aussi. Non. Pas lui, mais moi je peux le péter. Toi, tu peux le compter. Même sur 1h30, on peut arriver et dire voilà, on prend 15 minutes hors table, déjà pour se préserver des blessures. Et là, je parle aux adultes qui vont se penser. Et des vétérans. Et on peut avoir un corps de séance qui va faire une petite heure. C'est-à-dire que j'ai un quart d'heure au début, un quart d'heure à la fin ou une demi-heure à la fin si je veux faire des matchs. Mais déjà, si vous vous entraînez, et je parle là où j'ai un exercice avec un objectif, un peu de panier de balles, j'ai au moins 45 minutes là. Mais c'est déjà très bien d'avoir ça. Et en 1 heure qui est cadré. Et ça, je dis ça parce que dans les clubs, les créneaux sont souvent timés. Donc en fait, faut pas. Là, vous dites ça, mais effectivement, c'est des conditions idéales, c'est ce que vous préféreriez. Mais moi, j'oublie pas que le gymnase, il est de 18h à 19h30 pour le tennis de table. À 19h30, il y a les mecs du basket qui viennent taper à la porte pour dire les gars, c'est à nous, vous rangez vos tables. Vous nous faites chier le basket, laissez le ping-pong tranquille. En fait, et j'ai le cas aussi de tu commences à 18h, le mec finit de bosser, il arrive à 18h15, il peut pas faire autrement. Je viens pas parce qu'il me manque un quart d'heure. Non, viens quand même si t'as qu'1 heure, viens, on va s'arranger et il vaut mieux jouer que pas jouer. C'est vraiment ce que je retiens. Julien. J'avais une question. Je peux Allez, on co-anime si tu veux cette question. Non, c'est juste parce que ça faisait écho à ce que tu disais là sur ce que tu disais aussi sur l'échauffement hors table. Quid des étirements? Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a appris à m'étirer et j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Alors,
C'est un débat des kinés, des entraîneurs. Il y a quand même un consensus qui est un peu établi sur les étirements avant l'activité physique. Il faut que ça soit des étirements dynamiques, 6 à 8 secondes. Pas plus. Il y a une technique d'étirement qui permet de stimuler le muscle. Et en fait, pour faire simple, les étirements ne permettent pas de récupérer des courbatures déjà. Ça, c'est un mythe qu'il faut balayer. Et en fait, les étirements te permettent en général d'être plus souple. Si tu es plus souple, tu es plus efficace physiquement et tu récupères un peu mieux. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais c'est la souplesse générale du muscle qui permet d'amener ça. Voilà, je caricature, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais étirez-vous régulièrement, faites-le longtemps après l'entraînement ou à froid, même de temps en temps, ça peut faire du bien le matin au réveil. Alors maintenant, on passe à la table. Est-ce que pour les entraînements, il faut privilégier les échanges réels de type match? Je ne dis pas qu'il faut toujours faire des matchs. Ou les exercices ciblés un peu à la carte. Comment il faut trouver cet équilibre-là? Est-ce que ça dépend du joueur, de l'entraîneur, du contexte ou dites-moi. Julien. Pareil, moi je m'appuie pas sur mon expérience, mais sur les interviews que j'ai pu faire. Et alors, pour le public haut niveau, j'ai été surpris d'apprendre que en fait, ils font très peu de matchs. Contrairement à ce que nous on fait en club, mais à l'INSEP et compagnie, ils font que des exos, quoi. Et ils font des matchs très très occasionnellement, alors que nous, c'est plutôt voilà 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement, puis après on fait des matchs. Et est-ce qu'ils t'ont avancé des justifications? Oui, c'était notamment Lucie Gauthier qui m'expliquait ça, mais là comme ça, je serais pas capable de le restituer. Non, mais retrouvez l'émission. Parce que en fait, faut pas oublier un truc, c'est que et ça, moi, dans la préparation mentale, j'interviens dans les clubs sur les sports individuels de raquettes essentiellement. Dans match d'entraînement, il y a entraînement dedans. C'est-à-dire que ils font peu de matchs, mais le moment où ils font des matchs, ils entraînent quelque chose dans le match. Ils appliquent peut-être quelque chose qu'ils avaient fait auparavant. Soit pour la préparation, soit mentalement, soit dans des intentions de jeu, soit dans mettre en place des schémas de jeu à certains moments, gérer des timings précis dans des matchs. Il y a un entraînement qui va avec cette situation de compétition. Et je sais qu'il y a des centres d'entraînement où ils font carrément des journées de compétition, où ils se disent, voilà, on met les tables en configuration compétition, vous venez, vous parlez pas, vous échauffez dans votre coin, vous avez 1 heure avant les débuts des matchs et à telle heure avant, vous gérez pour se mettre en situation de compétition. Alors que ce que tu situes toi, c'est plutôt les entraînements qu'on a animés, départemental, régional, où l'entraînement, il vient donner un peu ce que tu viens chercher. Tu viens chercher à faire des matchs et ton kiff, c'est faire des matchs avec ton pote. Tu es à l'entraînement avec un mec que tu connais depuis longtemps. Donc, tu vas faire un match où t'es premier degré, tu veux juste gagner. Voilà, point, c'est comme ça. Et t'essaies même pas d'appliquer ce que tu as fait avant. Avant, c'était le côté un peu rébarbatif, c'était pénible. Faut passer par là. Et là, je fais des matchs. Ouais. Et moi, je connais des gens qui sont montés à numéroter ça en faisant quasiment que des matchs et qui ont aussi beaucoup progressé. Donc, ça fonctionne aussi. Hein. Ça dépend ce que tu mets derrière. Mais c'est vrai que moi, je dirais à l'envers de ce qui est proposé pour le haut niveau, du fait de mon expérience avec le tout bas niveau, c'est-à-dire les scolaires non plongistes. Et en fait, ce qu'on apprend dans les théories de l'apprentissage, ces dernières années, c'est qu'il faut partir davantage de la situation complexe, donc les faire jouer en match, et justement extraire de la situation complexe quand il y a un problème qui a rencontré l'avantage de façon à y revenir. Comme ça, le travail, il est spécifique, il est ciblé, il est attendu et apprécié pour un retour dans la situation complexe qui est la seule chose qui nous fait kiffer quand même. On est là pour faire des matchs. Moi, pourquoi le haut niveau ils font pas des matchs, je pense, parce qu'en fait l'intensité elle est tellement, nous pourquoi on fait des matchs, c'est pour un peu des fois remettre l'intensité de l'entraînement un peu plus haut, qui a un peu plus de motivation. Et en fait quand tu t'entraînes pour te progresser à haut niveau, tout ça, t'as pas besoin normalement de faire des matchs pour être à fond. L'intensité de tes exercices elle est au même niveau normalement que pendant tes matchs en compète. Quand tu as un complément. Tu l'as dit, pour progresser, pas forcément besoin de s'entraîner plus, même si c'est toujours un facteur de progression, mais s'entraîner mieux. C'est l'intensité que le joueur aime. C'est vraiment, quand tu es dans ton exercice, qu'est-ce que tu viens chercher? Alors, comment articuler aussi l'entraînement entre le physique, la tactique, le mental? Est-ce que là aussi, vous avez peut-être des suggestions, des expériences à nous faire partager? Toi, tu l'as testé du coup, avec l'objectif 18? Non, on n'a pas vraiment testé, c'était une approche journalistique. C'est aussi ce que pas mal de gens n'ont pas compris. C'était pour m'intéresser au sujet en surface, et j'ai compris par contre que pour vraiment travailler la prépa mentale, ton sujet de prédilection, en fait, c'est bien d'avoir les notions. Moi, j'ai interviewé quelqu'un, donc je sais à peu près qu'est-ce qu'il faut faire, mais après, il faut vraiment le mettre en pratique avec un spécialiste, pas tout seul. Ouais, et puis alors, je vais mettre un truc aussi tout de suite, c'est que le mental, c'est comme le physique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait une fois du physique que d'un seul coup, tu vas régler ton problème physique. C'est quelque chose qui s'apprend
dans le temps et il faut prendre le temps de revenir dessus. Et c'est pas forcément des interventions très récurrentes, mais ça avance. Voilà, il faut laisser le temps de maturer. Est-ce qu'il y a des curseurs à placer quand même entre le physique, la tactique, le mental? Est-ce qu'il y a des choses quand même sur lesquelles il faut y aller plus fort, plus s'entraîner? Est-ce que le mental, c'est de temps en temps? Est-ce que c'est tout aussi important que le physique? Enfin, comment vous voyez les choses? C'est une question que je pose, moi, dans les interventions que je fais en club, où je demande quel est le pourcentage, quel pourcentage vous mettez sur les 4 piliers du sport, physique, technique, tactique, mental, et en compétition, pour vous, quel pourcent vous mettez? On peut le faire ici, hein, je sais pas, toi, t'as l'air de... Ouais, comme ça, non, mais j'en sais rien. Moi, je dirais technique. Dans le tennis de table. En match, hein, je parle. Hein, ouais, mais je dirais technique 60%, okay. Mental 20%, physique 10%, tactique 10%. Ça hoche de la tête. Hein. Là, ça hoche de la tête. On continue tour de table, Anto. Pour mon niveau. J'en ai parlé hier justement pour ça. Pour moi, c'est un joueur pareil, l'équivalent. Le mental est tellement important. Pour moi, le mental, ça fait 40% mental, 30% technique. Et après, il y a quoi? Tactique et physique. Physiquement, ouais, puis c'est important, mais bon, c'est 10 et 10. Et pour moi, le mental, ça se voit sur des. Moi, le mental, c'est 50 aussi. Mais en plus, surtout dans un sport comme le tennis de table, où c'est vachement. Les échanges vont vite, on passe d'un effet euphorique, on gagne 11-9, on repère 11-9. C'est super serré. Ça joue à des fractions de seconde. Non, la conclusion. On peut le faire juste là. La conclusion, c'est. Quel est le pourcentage d'entraînement vous mettez sur ces différents paramètres? C'est-à-dire que 20%. Le plus bas, c'est 20% que tu me dis sur le mental, et tu chiffres la technique à 60%, si je me rappelle bien. Ouais, est-ce que tu entraînes la technique à 60%, le physique à 10% et la tactique à 10%? 80 technique, 20 physique, voilà. Et 0 mental et 0 tactique. Non. Et là, tu vois, c'est exactement ce que j'attends quand j'interviens. Tu mets le mental à 0. Et c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que on se rend pas compte de comment on s'entraîne. C'est-à-dire que si je te mets au bout d'une table et je te dis tu dois faire 0 faute au panier de balle dans une situation de top spin en déplacement, tu as de la technique sur le top spin, tu as du physique sur le déplacement, tu as du mental sur le fait d'être concentré sur la précision, pas perdre le fil et en même temps faire attention à pas faire de faute. Donc je me retrouve en fait avec un pourcentage qui est déjà mis dedans, mais j'en ai pas l'impression. Donc en fait souvent le problème de ce truc-là, c'est qu'on n'a pas les connaissances pour savoir ce qu'on est en train de faire et on répète un peu ce qu'on a vu à droite à gauche. On profite, on a la chance d'avoir une conférence en direct pendant cette émission, évidemment. Quentin. Moi, pour avoir appliqué certains de ces principes, moi je trouve ce qui est important pour travailler le mental, dans toutes les séances d'entraînement que vous mettez, c'est d'avoir des temps forts. D'avoir des temps ciblés où la concentration elle est accrue, où l'envie elle est décuplée, donc soit un comptage de points, soit un 0 faute sur un thème, se mettre des temps forts et ne pas essayer d'avoir le curseur mental en haut sur toute la séance parce que c'est pas possible de tenir. Donc l'idée c'est de revenir comme ça et d'être capable d'être focus sur les temps importants. Et c'est vrai qu'on voit, quelle que soit l'activité à haut niveau, quand c'est les moments décisifs, c'est là que les meilleurs joueurs font la différence. Anthony, tu voulais dire un dernier mot? Non, mais même il y a des joueurs très très forts à bas niveau, mais qui sont avec l'expérience. Quand un vétéran joue à un jeune, on voit un peu le côté un peu mental, un peu l'expérience aussi. Et un 14 contre un 14, bizarrement, tu verras que. Pas que. Moi, j'ai une joueuse qui m'a contacté, qui a plus de 50 ans et qui a un petit niveau. Et en fait, là, je se dis, mais je suis perdu, je suis en panique parce qu'on a aussi notre vécu. C'est-à-dire que dans le mental, il y a aussi tout ce qu'on a en dehors. Comment je fais pour passer de mon boulot qui m'a stressé à comment je m'entraîne et physiquement, techniquement, tactiquement, l'entraînement, c'est déjà très complexe. Et je reviens au début, c'est que dans le mental, le plus intéressant, c'est faites ce qui vous fait plaisir. Amusez-vous. L'exercice que j'ai donné où il faut faire 0 faute, c'est peut-être le pire qui existe mentalement parce que ça t'amène que du négatif. Donc celui-là, n'y allez surtout pas. Par contre, concentrez-vous sur ce que vous faites plutôt que ce que vous voulez réussir. J'ai un dernier Juste une expérience que je voulais raconter parce que vraiment elle m'a marqué. J'ai fait des championnats du monde vétérans à Rome. Là, j'ai choisi une partenaire de double mixte vraiment au pif, une Slovène. Il se trouve que c'est une ancienne footballeuse professionnelle, donc une championne, qui a commencé le ping très tard parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Elle s'y est mise à 35 ans, donc je me suis dit mais 35 ans, elle est nulle. Elle va être nulle, elle va rien comprendre aux effets, on va se faire défoncer. Et elle a un mental de championne et effectivement. Juste le paramètre mental où elle était mais incroyablement forte, ce qu'elle appelait le positive thinking,
Et on a battu des mecs, mais Ça va être changé. Non mais oui, mais moi justement à tous les matchs je disais on va se faire défoncer, regarde ils sont pas forts, on va se faire défoncer. Et à tous les matchs on a gagné, sauf contre un champion paralympique et une fille entraîneur en Autriche, alors qu'elle joue, je sais pas, elle doit jouer 8 et moi 17. Et on a perdu 11-9 à la belle. Juste parce qu'elle, dans sa tête, et c'était, en plus, c'est contagieux, quoi. Moi, je le vois dans tous les autres sports que je pratique, hein. C'est à chaque fois que je suis avec mes potes qui sont pas dans le sport de haut niveau, ou des fois même pas dans le sport du tout, et qui sont en loisir, que ce soit dans les sports de raquettes ou autre, et il se passe des trucs, je comprends même pas pourquoi ils s'arrêtent, pourquoi ils s'énervent, il n'y a pas du tout la même approche, et le sport amène beaucoup plus de connaissances sur soi, donc, mais à tous les âges, c'est-à-dire que le débutant d'un certain âge, c'est une façon de voir le monde, le mental, c'est un peu ça, mais pour revenir au principe de base que tu demandais, ce qui est d'équilibrer le physique et tout ça, c'est une nécessité fait loi. C'est-à-dire que on revient à ce que disait Quentin au départ. J'ai un problème en match, je vais le bosser. J'ai identifié que pour le mental, peut-être, je ne tiens pas à ma concentration. Je vais faire un entraînement où je vais essayer de mettre l'accent en étant concentré sur telle partie. J'ai un problème physique, peut-être qu'il faut que je fasse plus de déplacements. J'ai un problème de technique, je vais apprendre tel geste parce que là, je me rends compte que je suis pas bon en remise coup droit. Et c'est vraiment ça qui doit nourrir et rendre l'entraînement intéressant. Et donc, c'est l'analyse aussi qui fait foi. Effectivement, il faut revenir sur ses matchs et parler à ses collègues. Vous n'avez pas d'entraîneur, ne prenez pas les critiques personnellement. Soyez ouvert là-dessus en disant j'ai des défauts. Mon collègue l'a vu, comment je peux prendre une solution quelque part. Les gens qui jouent en départemental, qui ont des petites salles, ils n'ont pas forcément les solutions, mais les conseils à droite à gauche peuvent être bons. On parlait des stages d'une journée, sur un stage d'une journée, ça peut aussi être très pratique. Alors, le panier de balles, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque ça peut paraître un peu rébarbatif, et puis ça demande aussi des moyens, quelqu'un qui distribue bien aussi au panier de balles, et des balles. C'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Mais c'est super, surtout pour moi, quand tu es, même dans tous les niveaux. Quand tu es débutant, tu ne veux pas avoir de faute à ton collègue d'en face, il fait des fautes, ton distributeur en relance, panier de balles. Tu peux plus facilement apprendre la technique, tu sais où la balle arrive et tout. C'est important pour moi d'apprendre les gestes au panier de balle. Mais après, ça remplace pas aussi la trajectoire de balle est différente. L'aléatoire, etc. Moi, de mon expérience, c'est évidemment un outil de progression fondamental. Le ping, c'est un sport de répétition. On a besoin de bosser au panier de balle pour ancrer une technique. Maintenant, la problématique que l'évoquait de la qualité de la distribution, c'est une problématique hyper importante, notamment dans les clubs amateurs. Moi, malheureusement, bonjour à mes collègues à l'entraînement, mais il n'y en a pas un qui s'est distribué au panier et du coup, on bosse pas bien. Et je pense que c'est une compétence qu'il faut absolument développer dans les petits clubs, même quand il n'y a pas d'entraîneur, parce que ça change vraiment tout. Quand tu as une qualité de distribution à peu près correcte, là tu progresses. Non, mais c'est un exercice technique, ça développe le fait de distribuer. C'est aussi un truc dans l'entraînement, c'est qu'on a l'impression que quand on fait panier de balles, celui qui envoie les balles, il bosse pas. Tout comme quand on fait un exercice en top sur bloc, on a l'impression que celui qui est en bloc, il dit moi je bosse pas, je fais que renvoyer, c'est l'autre qui bouge. Mais en fait, c'est des exercices techniques, ceux-là, ou physiques, ou de précision, ou de concentration. Celui qui est en bloc, s'il doit être très précis, d'un seul coup, il est plus concentré que s'il renvoie comme ça à peu près aller sur la demi-table, sans faire attention. Donc au panier de balle, ça s'apprend, il faut le développer. Moi, je pense que la vraie contrainte du panier de balle, c'est plutôt le matos, parce que tu fais du panier de balle, tu casses des balles, et ça coûte cher au club. Et il y a beaucoup de clubs qui vont pas là-dedans, parce que tu commences la saison, on t'a filé 500 balles, et puis tu reviens 2 mois après, tu dis il m'en reste plus que 100. Oui, mais si t'en fais tous les jours avec tous tes groupes d'entraînement, des petits jusqu'aux adultes, il y a de la casse. Il y a vraiment de la casse. Anthony? Non, je suis d'accord. Ça permet d'avoir une touche de balle. Tu remets course, tu remets de course, des sensations que tu n'as pas quand tu joues au monde de la table. Mais non, je suis d'accord. Moi, je voudrais juste mettre un point de vigilance parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on augmente la répétition, c'est une vraie plus-value. Par contre, attention à se concentrer sur répéter les bonnes choses. Sinon, on fait des mauvais gestes. On a les bonnes balles et des fois, on fait des mauvais gestes. Il faut donc essayer d'avoir les bons conseils. Si on a la chance d'avoir un entraîneur ou un coéquipier qui... Il y a des vidéos sympas maintenant. Voilà, il y a des vidéos sympas là-dessus. Savoir sur quoi on se concentre précisément pour réussir son panier de balles. Pas faire du volume pour faire du volume. Ce que tu disais, s'entraîner mieux. Alors, on parlait beaucoup de la place de l'amusement dans l'entraînement, mais néanmoins, moi je vois notamment chez les jeunes, des moments d'entraînement où ils font que de la roulette, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est bien de s'entraîner à faire des roulettes? Oui, et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Moi, retour d'expérience, premier panier de roulettes à 33 ans. Moi, j'avoue que je viens d'une génération où la roulette n'existait pas, en fait, dans les années 90, à notre siècle. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il faut s'entraîner à...
Là, ce qu'on retient, moi j'ai le cas avec des jeunes que je suis, qui m'ont sollicité, qui me disent ouais, je me suis fait engueuler parce que je brassais. Je dis qu'est-ce que tu faisais quand tu brassais? Bah, j'ai tenté une roulette pendant un exercice, j'aime bien ça. Des fois, je suis en ballotte alors que je dis mais est-ce que t'en fais des roulettes et des ballottes ailleurs dans l'entraînement? Est-ce qu'il y a un moment où tu peux le faire? Non. Donc t'aimes ça? Oui. Et on revient au plaisir. C'est qu'à un moment, si t'as envie de faire ça, mais viens, on fait un panier de roulettes. Moi, j'ai un exercice tout bête. Panier de roulettes. Ouais, mais j'avais réussi à mettre un joueur, enfin, je le fais à tous mes joueurs quasiment. Tu veux faire des roulettes? Oui. Ben, moi, je veux que tu fasses du physique. Et ben, en fait, je te fais faire une roulette côté revers, une roulette côté coup droit, et tu te déplaces sans pas chasser. Et tu vas le chercher vraiment à l'extérieur à chaque fois. Donc, je te promets que le panier, physiquement, il s'arrache, et en même temps, il va tenter ses roulettes. Donc, on est satisfaits tous les deux. Il gagne en toucher de balle, il gagne en précision, il s'amuse, il travaille le physique. Mais par contre, on a travaillé le panier de roulettes. Et puis j'ai un autre exemple encore sur une autre situation après à le donner, mais je vais laisser Julien parler. Ouais, non, je voulais rebondir sur ce que moi je vois sur les réseaux sociaux, notamment via le compte de Nicolas Gaudelas, que j'invite à suivre, parce que franchement, ce mec est vraiment très, très fort. Et il partage beaucoup, en fait, de ces types d'entraînement. Exactement, enfin, il y a plein de trucs à prendre, je pense, pour les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs. Et en fait, la tendance que je constate, moi, c'est qu'il axe beaucoup ses entraînements. Mais d'ailleurs, c'est pareil avec Jérémy Sureau, pour la prépa physique. Sur le fun et le plaisir. C'est vrai. Et je pense que c'est le moteur de tout entraînement. Et en fait, tu vois, Nicolas Gaudelas, il fait faire des tournants top sur 2 tables de distance et tout. Enfin, tu mets du fun dans l'entraînement. Mais c'est le plaisir. On en revient. Et c'est les Japonais qui avaient ramené ça à l'époque, Kokiniwa, les Matsudera avant, que sur le stage, en fait, ils faisaient souvent 1 heure d'entraînement ultra physique, voilà, on baisse la tête, on rentre dedans, on s'arrache, et 1 heure de créativité, d'inventivité. Et c'est les premiers, tu vois, ceux qui jouent le contrôle au bord de la table, tenter des gestes, les blocs coupés, machin. Et du coup, ça a été intégré dans l'entraînement. Et pour aller avec ça, l'anecdote dont je parlais, c'est que moi, j'avais un joueur que je suivais qui était ultra créatif, qui adorait ça, très bon serveur, les machins, les balles coupées, les blocs coupés, les roulettes. Et quand il était à l'entraînement, il se rendait compte que physiquement, il avait du retard par rapport aux autres. Et les moments où il pouvait choisir les exercices qu'il faisait, il prenait un exercice physique, donc il faisait du 2-2, il faisait du panier, et au bout de 2 mois, il a explosé, il m'a appelé, il me dit, j'ai plus envie d'aller m'entraîner. Et moi, je savais pas ce qu'il faisait. Je lui ai dit, mais tu choisis, en discutant, je lui ai dit, mais tu choisis le pire exercice, celui que tu détestes le plus, au moment où tu devrais t'amuser. On a remis, à ce moment-là, de la créativité, et il m'a dit, ouais, c'est marrant l'entraînement, en fait. Et du coup, il refaisait plus facilement le physique pour rattraper son retard. Donc, faut pas oublier ça. Quentin. Bah, moi, je le rejoins sur le plaisir au ping, et on reprend l'expérience du panier de roulettes, même sans un énorme déplacement, tu te baisses, tu stabilises les jambes, le bassin, tu es à hauteur, tu tentes pas forcément la roulette, tu tentes déjà de mettre la balle sur la table, tu vises l'angle, et puis tu te rends compte qu'en fait, dans cette position, si t'es stable, bah, tu peux pas la rater. Donc, des fois, ça fera roulette, des fois non. Donc, tu peux partir en match de roulette, si elle rentre, si c'est une vraie roulette, t'as 5 points. Si l'autre la remet parce qu'elle a un peu rebondi et qu'il l'a défendu, bah c'est l'autre qui met les points. S'il y a faute, bah y a pas de points et tu fais des petits défis comme ça. Toujours le plaisir, mais surtout varier. Voilà, on ne doit pas faire acheter de la roulette. Est-ce que c'est utile? Mais s'amuser au ping, c'est la clé pour continuer et s'éclater. Attention, hein, dans les exemples que j'ai cités, ça devenait pas 80% de leur entraînement. Bien sûr, c'est important, mais le petit jeune qui se met un peu en ballotte, moi, les gamins qui se mettent en ballotte, ben, d'un seul coup, on dit, ben, viens, on s'entraîne à faire de la ballotte, en fait. Tu fais de la ballotte avec de l'effet, avec de la longueur pour vraiment gêner l'adversaire et ça devient un point fort et d'un seul coup, tu sais défendre le point. On est plus simplement à dire, bah ouais, c'est rigolo de faire de la ballotte, mais non, moi, je veux que tu fasses que du top coup droit. Et c'est important dans l'aspect motivation de garder ça, de dire, il y a un moment où t'as la fenêtre ouverte, voilà, sur ce que tu aimes. Et ça permet après d'avoir encore mieux sur le côté un peu pénible parce qu'il y a des gestes qu'on aime moins et qu'on doit quand même travailler. Mais donc ce petit truc-là, il garde le plaisir et il permet de continuer à bien s'entraîner à côté, mais c'est pas l'essentiel de l'entraînement. Voilà, faites pas 80% du temps en panier de roulette. Allez pas voir votre entraîneur là s'il y a des jeunes qui écoutent en disant oui, il a dit il faut faire du panier de roulette tous les jours. Bon, pas tous les jours, une fois de temps en temps, c'est bien, c'est cool. La veille d'un match, c'est quoi s'entraîner ? Une veille de rencontre par équipe ou d'un tournoi important ou d'un moment de critérium. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire la veille? Jouer au tennis. Alors, faire un autre sport, Julien. Moi, de ma petite expérience, il ne faut pas trop s'entraîner, en tout cas pour un vétéran, parce qu'il m'est arrivé justement de me dire, allez, je suis pas prêt, je vais faire un coup d'entraînement, et le lendemain, j'étais rincé, j'étais pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est mon expérience, et du coup, j'évite de trop m'entraîner la veille. Ouais. Moi, je serais plutôt sur la veille de match ou les veilles de
se mettre des choses qu'on sait faire, des trucs positifs, travailler nos points forts pour se mettre dans la tête qu'on a une situation de réussite et arriver à la compète le lendemain en étant confiant. Si tu vas travailler ton top revers que tu fais jamais et que tu arrives le lendemain, déjà que tu vas jamais le tenter. Ouais, c'est ça. Tu t'inventes un flip la veille Tu t'inventes un flip et tu te dis, j'ai réussi une fois sur 10, tu arrives en match et tu n'es pas confiant. Non, travaille un truc que tu sais faire la veille des matchs et tout. C'est se mettre en confiance. Donc. Se mettre en confiance avant, le mental c'est super important. Voilà. C'est marrant parce que je serais pas parti là-dessus à ce moment-là. Cette mise en confiance, elle est essentielle, je suis d'accord avec toi, mais moi, dans ma pratique, je la vis à l'échauffement pré-compète. C'est-à-dire que je suis extrêmement centré sur mettre la balle sur la table, ne pas faire de faute, pour me mettre en confiance sur ces choses-là. Je dirais que la réponse de la veille de match, elle est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes sensations. Chacun ses habitudes. Ce qui est clair, qu'on soit vétéran ou pas, faut pas faire une grosse séance de bourrin la veille. Okay. Et l'idée, c'est de se rapprocher quand même de ce qui va se passer le lendemain. Donc, exercice de déplacement, si vous voulez en faire pour vous mettre les jambes en route, un petit peu, mais pas très longtemps. Et après, schéma de jeu et match, parce que c'est ça qui va se passer le week-end. Il faut se préparer à ce qui va se passer pour la suite. Ok, merci pour toutes ces suggestions. Maintenant, on va s'intéresser aux problématiques des clubs et leurs moyens, notamment de l'organisation des entraînements. Et pour commencer ce chapitre, on va passer tout de suite sur un top sur top avec une question taboue mais essentielle. Est-il possible de progresser contre les plus faibles? On a déjà évidemment deux équipes de deux chroniqueurs qui sont contre, c'est Julien et Anthony. Et pour, c'est Quentin et Cyril. On avait dit pas de double. Ah oui, alors effectivement, il y a des gens qui ne sont pas fans des doubles. Qui choisit le bleu? Je vais faire un tir. Eh bien allez, nous les bleus. Bleu, ça sera éventuellement vous qui allez commencer si c'est le bleu que je tire, évidemment. C'est parti. Ah, c'est rouge. C'est vous. On va se concerter, mais je crois qu'on laisse la main. Toujours. Toujours. Vous laissez la main. Ils sont Très bleus, bien. on leur laisse le bleu. Ça, tu fais pas. Alors messieurs, moi je dirais que c'est compliqué de progresser en ne s'entraînant que contre des plus faibles parce que c'est tout simplement une question de relance, de qualité de balle, de tenue de balle. Quand t'envoies des tops et qu'en face ça revient pas ou ça revient mal, tu peux pas t'en progresser. Et il prend sur le temps, ce carton jaune. Non, justement, ça nous permet d'avoir un contrôle de l'action qui est plus fine, un placement accru, des ajustements. On peut s'adapter à l'adversaire, ça nous fait progresser aussi, c'est essentiel. Mais je continue, je suis pas complètement d'accord avec ça. Il y a aussi une problématique d'habitude de niveau de jeu, parce que quand tu t'entraînes que contre des moins forts et que tu arrives en match contre des mecs de ton niveau ou plus forts, t'as pas de repère, t'as pas de rythme. Mais l'intention que tu donnes quand tu joues, c'est aussi apprendre à jouer face aux plus faibles. C'est s'adapter, varier ses coups, pouvoir accélérer quand on veut. L'intention que tu mets, même sur les plus faibles, là tu t'entraînes vraiment, tu fais gaffe à ça. Sauf que en fait, t'as une notion d'effet, de qualité de balle, tout ça qui est totalement différente. C'est comme si tu jouais avec un picot toute la semaine et que tu arrives avec un mec qui a deux backside, ça sera différent. Justement, après tu sors en tournoi, t'arrives pas à t'adapter. Là, tu joues des systèmes de jeu différents, des effets différents, et puis surtout, c'est essentiel dans une dynamique de club. Ça permet à tout le monde de jouer avec tout le monde. On a tous affronté des plus faibles. Il en faut de temps en temps, mais pas tout le temps en fait. Il faut jouer un petit peu avec les moins forts, les plus forts, mais tu peux pas progresser qu'avec des moins forts. Ce n'est pas possible. Si, sinon le numéro mondial arrêterait de progresser, donc ça c'est pas possible. Mais surtout, jouer contre des plus faibles, ça te donne. Quand tu joues contre des plus forts, t'as l'impression de savoir bien jouer. Alors que quand tu joues contre des plus faibles, c'est aussi une adaptation permanente. Et c'est possible de jouer contre des plus faibles, et je tiens à le dire à tout le monde. C'est terminé, c'était le top sur top, assez saignant, chers followers. Faites-vous votre propre idée, vous pourrez évidemment commenter cette séquence. Un dernier tour de table sur ce sujet de jouer contre les plus faibles. Je voulais saluer mes camarades d'entraînement qui ont tous 400 ou 500 points de moins que moi et d'autres. Je n'ai rien contre eux, mais si je progresse pas, c'est un peu de leur faute. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut nuancer. En fait, effectivement, la problématique, je pense qu'elle est plus importante sur les bas niveaux que sur les plus hauts niveaux, parce que je pense que quand tu es 18, tu es en plus en capacité de relancer correctement face à un 23-24, alors que quand tu es 7, contre un 14, tu as plus de mal. Quand l'écart est de ce niveau-là, je te jure que la différence, tu la sens vraiment. Bien sûr. Tu peux pas rentrer aussi fort, mais oui, dans l'idéal, c'est bien de varier. Comme disait Quentin, c'est bien pour les clubs que les plus forts aussi se mettent face à des moins forts ou des plus jeunes. Mais s'entraîner face à quelqu'un de moins fort, on a cette idée que il est moins fort que moi, j'ai pas besoin de forcer. Non, on peut mettre l'exigence ailleurs. C'est vraiment moi sur ça que je veux appuyer, c'est que quand on joue des moins forts, il faut aller chercher le petit détail, se dire, moi je vais la mettre à tel endroit. Quand on est en bloc face à un moins fort, on distribue, on met la balle à peu près. Et d'un seul coup, si tu dis, je vais la mettre vraiment sur la ligne à chaque fois ou vraiment à tel endroit et être exigeant avec ça, on peut aussi progresser sur le service, sur le toucher de balle. C'est quelque chose qu'il faut amener. Tu regardes les mecs les plus forts des clubs, ils vont essayer d'aller dans d'autres clubs pour aller s'entraîner avec des joueurs un peu plus forts.
Il y en a un en face de moi. Donc tu vas essayer d'aller jouer plus fort. Pourquoi des fois des jeunes, des structures qui existent, des centres d'entraînement, tout ça, pour mettre les plus forts ensemble, pour qu'ils s'entraînent ensemble et pas qu'ils restent dans leur club parce que tu es limité, parce que tu es plus fort de ton club, donc tu es limité. Donc on essaie de réunir les plus forts. Les pôles, c'est ça la base. Tu progresses plus vite, mais tu progresses quand même. Quentin, un dernier mot. Moi, j'ai la chance d'être relancé par un joueur plus fort une fois par semaine. Je suis fasciné par la qualité de balle régulière qu'il propose. C'est-à-dire qu'il se met à mon niveau. J'ai la balle toujours au même endroit dès que je suis en difficulté. La quantité d'effets, elle baisse. La zone est parfaite pour qu'il puisse faire son exercice. Donc, je pense que ce niveau d'exigence que lui se met lui permet de progresser. Malgré le fait qu'il joue avec un joueur le plus faible. On ne va pas les départager, j'ai l'impression. Le débat est ouvert, évidemment, et reste ouvert. Alors, on continue de s'intéresser à questionner les moyens des clubs, évidemment. Il y a des clubs qui sont plus ou moins structurés, qui ont plus ou moins de moyens, et notamment plus ou moins d'encadrement. Est-ce que pour vous, il est possible de s'entraîner sans encadrement? Un peu mieux maintenant. Maintenant, ce que j'ai, on a quand même des tutos YouTube, il y a quand même des choses dont on parlait. Il y a des chaînes YouTube. Des chaînes YouTube qui sont très Donc très les bien. joueurs lambda ont gagné en maturité, de savoir, d'une certaine manière, c'est L'info ça? se diffuse plus facilement. D'accord. Si on veut chercher un tuto pour apprendre le top coup droit, on en trouve un. C'est vrai. Quand j'ai commencé, j'en parle même pas, mais je pense que Il n'y avait pas d'ordinateur. même un pro. C'est vrai. Non, mais même il y a 10 ans, il n'y avait pas de tuto top coup droit sur fait. YouTube qui tenait la route. Mm. C'était vraiment un truc épisodique et disons, j'exagère peut-être un peu, mais c'était pas aussi démocratique que maintenant en tout cas. Donc c'est pas parfait, c'est mieux d'avoir un entraîneur, mais en tout cas on peut avoir des bases. Et nous, on a la chance d'être dans les grandes villes de Lyon, Paris. Donc souvent, tu as accès plus aussi à la salle. Les salles sont aussi plus faciles d'accès dans les grandes villes où tu peux y aller et tu n'as pas besoin d'avoir un entraîneur. Dans les petites salles, malheureusement, si l'entraîneur n'est pas là, il n'a pas les clés, tu ne peux pas jouer sans lui aussi. Ah, c'est le fait qu'il ait les clés, l'entraîneur, en fait. Je pense que c'est aussi le premier frein, c'est que les créneaux d'entraînement, s'il n'y a pas l'entraîneur, la salle n'ouvre pas. Des fois, tu n'as même pas le créneau, c'est un gymnase partagé pour beaucoup. Ouais, les clés du gymnase et les clés du jeu. Tu as besoin de lui pour tout. Oh, joli. Déjà, c'est ça. Déjà, des fois, tu es obligé d'être avec l'entraîneur. Mais par contre, tu peux progresser sans entraîneur. Si tu as une rigueur, si tu es rigoureux et que tu te mets des exercices toi-même, tu peux bien plus souvent mieux progresser tout seul qu'avec l'entraîneur. Alors, quel est le rôle du coach, finalement? Ça sert à rien du tout. Si on considère, et c'est un bon exemple, Cyril, que finalement ça peut développer d'autres choses s'il n'y a pas d'accompagnement ou d'encadrement. C'est apporter les solutions. Voilà. Dès que tu as envie d'avancer quelque part, sur un coup technique, dans l'évolution de ton jeu, dans les questions que tu as sur les 3 pôles qu'on a cités, mental, physique, technique, c'est quelqu'un qui a les solutions. Il est très bon, ils apportent pas la solution quand il y en a besoin, il l'apporte avant que le problème arrive. Alors le mot solution, je trouve, et je vois ce que tu veux dire, mais je le choisirais pas comme ça, parce que ça veut aussi dire que c'est l'entraîneur qui va régler tout. Moi, pour moi, l'entraîneur, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que il va te montrer des choses que tu pourrais peut-être aller chercher en observant les joueurs, en apprenant tout seul, et surtout, il va te proposer des options. Moi, j'adore dire ça, quand on est coach ou quand on est entraîneur, on propose. Maintenant, le joueur adhère ou pas. Et c'est juste pour renvoyer au fait que c'est le joueur qui décide de la qualité de son entraînement. Moi, je te propose un truc. Maintenant, tu le fais bien ou tu le fais moyennement. On peut très bien apprendre à un jeune à faire un top spin. Il peut le faire à 2 à l'heure en continuant à parler à son copain, ou il peut le faire en étant très concentré, en étant très attentif et se dire « Attends, ça y est, j'ai compris, je vais chercher un truc. » Donc, c'est toujours le joueur qui choisit. L'entraîneur est là pour accélérer et proposer et guider. Mais c'est pas lui qui va dire la solution, parce que les joueurs arrivent, surtout chez les gens, en disant, comme à l'école, voilà, l'entraîneur, il m'a rien dit, ou alors il a dit, j'ai fait et ça marche pas. Non, tu l'as pas fait aussi bien qu'il faudrait. Alors, je vais corriger ce que je voulais dire en reprenant la formule de mon entraîneur cette année. Merci Hugo Elbert. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui transforme les murs en portes. Après, tu peux... Hugo, tu choisis si tu ouvres la porte, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais voilà, t'es bloqué. Et la solution, je l'entendais dans ce sens-là, mais... C'est toi qui as la piste de la porte. Oh là là, on est... Il y en a, c'est des murs porteurs, avant de mettre une porte dedans. Ouais, j'ajouterais quand même aussi qu'un coach, c'est aussi l'art de la formule et de la métaphore pour faire comprendre des choses qui, des fois, sont pas faciles d'accès. Et bravo Hugo pour cette formule. Toujours dans le cadre des moyens des clubs, est-ce qu'il est essentiel d'investir dans un robot au sein des clubs? Je veux dire, Julien, il n'est pas humain, on rappelle, c'est une machine de précision. Une machine.
Pas essentiel, moi je dirais non, c'est pas essentiel. Le panier de balle, ça a très bien fait le job pendant des années. C'est un plus. Oui, mais enfin, alors déjà, premièrement, tu dis que dans ton club, personne n'est capable de faire le panier de balle. Alors, si en plus on n'a pas de robot, est-ce que c'est suffisant? Tu progresses pas. Eh ben, je ne progresse pas. Je le fais. Mais pour le coup, ça peut être un bon outil dans la mesure où on a des joueurs moins forts face à soi. Parce qu'on ne reçoit pas les balles avec beaucoup de vitesse ou beaucoup d'effets comme on pourrait l'imaginer. Et le robot peut remplacer ça si jamais on se plaint de ça. Type ces deux êtres humains qui ne sont pas capables Ils sont au bout du de monter rouleau. leur niveau de jeu. Mais non, je ne suis pas dans ton camp. Mais ces balles-là, tu peux les avoir aussi en compétition. Donc, c'est pas un sujet pour moi. Tu t'adapteras aussi quoi qu'il arrive. Mais le robot, c'est un outil. Comme tous les outils, il faut que ce soit bien utilisé. Donc voilà, il faut aussi chercher ça. Mais quand on est seul à l'entraînement, quand il manque de relance, quand on est un nombre impair... Donc c'est bien d'en avoir un au sein d'un cool. club. Moi, Ouais. je trouve ça bien. Ok. Mais c'est Ok. c'est pas obligatoire. Anthony? Moi, j'ai jamais fait une séance de robot. Oui, Mais j'aimerais bien tester en vrai. Et nous, en tant qu'amateurs, on fantasme à l'idée que les numérotés ou les joueurs ont progressé parce qu'à un moment donné... J'aimerais bien tester, ouais. En vrai, ça doit être super. Ah, c'est drôle. Parce c'est que drôle. tu disais sur les gens qui ne savent pas distribuer au panier et qui ça corrige. Ça corrige. C'est pas l'idéal, mais Quentin. c'est mieux. Moi, je l'ai jamais testé non plus. Oui, détendez-vous là-dessus. Pas une séance. Alors, par contre, moi, je pense qu'il y a un problème générationnel. C'est que avant, l'entraîneur que j'avais quand j'étais plus jeune m'a expliqué que chaque balle était unique. Et du coup, un robot n'avait pas d'utilité. Mais je pense qu'on avait aussi des robots qui étaient moins performants sur la variété de balles qu'on pouvait Ok. offrir. Et Donc, ça envoie des balles c'était plus propres. limitant. Ça envoie des balles propres. Mais Donc, voilà. possiblement. Est-ce que c'est essentiel pour les clubs? La réponse c'est non. Plutôt Est-ce non. que ça peut être un plus? Ouais. Forcément. Ok. Alors, je continue sur les investissements et les moyens des clubs. Est-ce qu'il est important, à vous d'arbitrer, mais important d'avoir des balles 3 étoiles pour bien s'entraîner? Oui et non. Ça dépend pour qui. Alors, on va commencer. Quentin. Non, dans une très grande majorité, pour la plupart des joueurs, non. Après, les pros, oui. Les pros, ils s'entraînent toujours avec des 3 étoiles? Ouais. Non, enfin, je sais pas si... tu vois, je sais même pas. Mais Ouais. même... Enfin, même les très bons joueurs, voilà, quand il y a eu pas mal de balles plastiques différentes, ils s'entraînaient avec la balle du match. Voilà, il y a certains numéros qui font ça, mais voilà, une balle, c'est une balle, tu peux jouer au ping-pong. C'est pas vraiment le cas. Il y a des balles qui sont plus ou moins de bonne qualité, qui sortent avec une régularité dans la rondeur, qui sont un peu différentes. Les pros vont jouer à une telle vitesse, la marge d'erreur est tellement fine que tu peux pas te permettre d'avoir une balle sur deux qui a un défaut. Donc quand ils sont sur des exercices ou des matchs, ils sont obligatoirement avec des balles 3 étoiles. Sur du panier de balles, éventuellement, tu peux avoir des balles qui sont 2 étoiles. non, mais qui sont plus classiques et qui permettent de faire du volume parce que ça a un coût, faut pas l'oublier. Après, oui, en dessous de pro, il n'y a pas de problème. Pas Je veux dire, d'utilité. pour des joueurs jusqu'à numéroter, oui, allez-y. Ok, Anthony. Par contre, si vous êtes un peu psycho là-dessus ou quoi, je vous conseille, si vous allez en par équipe, d'appeler peut-être l'équipe que vous allez adverse, le club, et ouais. demander avec quelle balle il joue. Ça peut être En national, ça se fait bien. Ouais, En national, ça se fait bien. Hein. Et bon, après, il y a aussi les tables aussi. Pour moi, ça n'a rien à voir un peu sur Downing, Butterfly. Mais en vrai, si vous êtes un peu psycho là-dessus, même en régional, hein, vous appelez, ils savent, hein, ils jouent tout le temps avec la même balle, avec quoi vous jouez. Et vous jouez avec les balles. Et donc, tu vas faire ton entraînement avec les balles du match. Tu peux le faire, ça. Ça serait ça l'idée. Hein. Julien, ça te fait réagir? Moi, je vais dire à mon niveau. Non, moi, je ne fais pas trop la diff, mais j'ai des collègues de mon niveau effectivement qui sont psychopathes un peu et qui disent oh là là là. De toute façon, moi, je joue avec un soft, la balle elle flotte pareil, avec les 3 étoiles ou balle d'entraînement, elle fait toujours. On parle bien de l'entraînement. Après, en match, en tournoi, etc., on estime, c'est toujours bien d'avoir quand même des balles 3 étoiles, on est d'accord, idéalement. La balle est plus régulière. Non, c'est plus sûr. Ouais, c'est plus sûr. Mais le sujet des balles, pour moi, il n'est pas sur la qualité des balles, il est sur le volume des balles qu'on mange dans un entraînement. Ah ouais. La vraie contrainte oui. pour un club, elle est budgétaire. C'est quelque chose, si tu Oui, mais commences... si tu investis sur des 3 étoiles et que tu les manges, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Mais on parlait de la façon de s'entraîner, tu fais du panier de balles. Moi, il y a des fois où on te dit ça serait bien de lever un peu le pied sur les paniers de balles parce que on en mange trop et puis là on n'a plus le budget pour acheter d'autres balles. Quentin il fait des tranches. Donc c'est plus délicat dans ce sens-là que de dire il faut des 3 étoiles ou pas. On sait à peu près la qualité des balles. Il y a des marques. En option de jouer au badminton, c'est n'importe quoi. Il y a des formes. On est allé me chercher des balles. On se dit elles sont pas chères, elles viennent de Chine. Alors oui, mais a priori c'était pas des balles de ping-pong. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas pour jouer au ping-pong. Des balles magiques. C'est-à-dire que même tu faisais un service, même les débutants me disaient elle a fait un truc bizarre là-bas. C'était des G40, non? C'était c'était pas une marque connue ici.
Et là, j'ai dit, bon, éventuellement, pour le baby ping, et même eux, je pense, ils vont se plaindre. Ouais. Alors, on va passer maintenant à l'entraînement chez les jeunes. Alors, formation, entraînement. Notamment, une des questions que je pourrais vous poser, quelle est la place de l'éducation dans l'entraînement des jeunes quand effectivement on commence à les accompagner? Est-ce que c'est plus important que l'entraînement? Est-ce que finalement c'est par l'entraînement qu'on éduque les joueurs? Comment vous voyez les choses? C'est sûr qu'il y a un paquet de règles à apprendre. Au-delà des règles du ping, comment se comporter, quel matos j'amène, être un peu sérieux sur ce que je mets en place, l'équipement, arriver à l'heure, enfin tout ça, c'est des choses qui se transmettent et qui sont importantes en tant qu'éducateur. Enfin, Anto, tu peux en parler aussi, je pense, mais... Le sport, c'est l'école de la vie, un peu, quoi. On transmet normalement des valeurs, le respect, le fair play, normalement. 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 Ouais. Mais, et aussi, ça te permet aussi, normalement, de avoir un peu plus quand tu les emmènes souvent, quand t'es jeune, tu vas vite en compétition un peu loin, du coup. Donc, t'as un peu plus de maturité tout de suite, t'as un peu plus d'autonomie. Tu te confrontes à des choses, un peu nouvelles. Et le ping-pong, pour ça aussi, c'est top, c'est qu'il y a un mélange de les anciens qui jouent avec les plus jeunes, apparemment aussi le respect des générations et tout. Et normalement. Moi, je remonte même en dehors de ça, c'est-à-dire que tu te déplaces en groupe, tu représentes un club, tu te déplaces. Quand tu arrives dans une salle ou dans une ville, les gens ils te voient avec le survêtement du club, et ben tu dis bonjour, t'es poli, tu te comportes bien, tu vas pas te battre avec n'importe qui ou mal parler à des gens. Tu croises l'arbitre, tu lui dis bonjour même en dehors de la table. Enfin, on n'est même pas sur la table encore. Après, l'attitude pendant le match, là, on est sur de la gestion émotionnelle, on est sur des choses qui mélangent beaucoup plus d'intensité. Mais déjà sur le principe de base, on a des enfants en général qui sont éduqués par les parents et qui arrivent. C'est ce que j'allais dire. L'éducation, c'est les parents. Oui, mais d'un seul coup, quand ils ont plus les parents, ils découvrent un autre monde et il y a d'autres règles. Et donc, il y a d'autres modèles. Apprendre d'autres règles. D'autres référentiels. On parle quand même d'éducation sportive. Moi j'ai des formations professionnelles. C'est vrai que d'autres règles, je veux dire, à l'école, ils en ont déjà régulièrement. Donc normalement, le club, c'est le troisième lieu de vie, c'est la troisième strate. On devrait être moins sur l'éducation et davantage sur les apprentissages réels. Mais néanmoins, tu vois quand même qu'il faut faire de l'éducation. Alors moi, j'ai jamais entraîné en club, donc je prendrais pas. Mais dans une association. Ouais. Mais en plus, normalement, tu adhères aussi quand. Je sais qu'ils sont jeunes et tout, mais normalement, que tu adhères, tu prends une licence, tu adhères à une association aussi, quoi. Donc, normalement, tu dois adhérer un peu. À une vision, une valeur, un mode de fonctionnement. Et puis les valeurs sportives, c'est-à-dire que les gens n'ont pas la culture du sport parfois. C'est-à-dire que la culture de la compétition, moi, accompagnant des jeunes aussi en prépa mentale, souvent j'accompagne les parents. C'est-à-dire quelles sont les attentes, comment les parents se projettent sur la compétition. Ils ont leur enfant qui arrive en compétition, d'un seul coup, s'il gagne c'est bien, s'il perd c'est pas bien. Non, il y a d'autres choses que ça. Il est content, il va à l'entraînement, mais ça l'ennuie un peu parce que il joue toujours qu'avec son copain. Dès qu'on enlève d'être avec son copain, c'est pas bien, il faudrait faire autrement. Non, madame, dans le club, on joue avec tout le monde. Même quand on n'est pas que avec son copain, on joue aussi avec le plus fort, le plus faible, et on montre aussi l'exemple. Donc, c'est d'autres valeurs, d'autres codes, c'est la culture sportive. Et des gens, par exemple, comme culture plutôt, littéraire ou artistique et qui n'ont pas les pieds dans le sport, ils donnent pas ça à leurs enfants. Donc, on est là aussi pour éduquer de ce côté-là. Alors maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement, pour devenir un champion quand on est jeune, débuter dans un grand club? C'est-à-dire qu'il y a un encadrement, des entraînements, même des très bons joueurs, évidemment, contre qui se confronter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est mieux. C'est un accélérateur. T'es pas obligé de débuter dans un grand club, mais il va forcément falloir y aller à un moment. À un moment donné, il va falloir changer. Mais pour moi, jusqu'à la base, avant. C'est quoi aussi la définition d'un grand club? Pour moi, il faut pas avoir un grand club, il faut avoir un grand entraîneur. Si tu as un très bon entraîneur, tu peux dans un petit club. Dans un petit club, tu peux les pousser. J'ai pris l'exemple, par exemple, je regardais les championnats de France qu'on dit ce week-end. Versailles, est-ce que c'est un grand club? Il y a 200 licenciés. Oui. Oui. Je sais pas. Oui. C'est un grand club. 200 licenciés, c'est un grand club. Mettez-vous d'accord sur la notion de grand club. C'est le nombre de licenciés qui fait un grand club? C'est quoi? C'est le niveau de l'équipe. Ou c'est le palmarès? Je vais te donner mon repère, c'est-à-dire que moi, je sais le nom. Pour moi, l'histoire, elle est toujours la même. C'est-à-dire qu'un jeune qui commence au tennis de table, il connaît rien, il arrive, s'il connaît, tant mieux, mais s'il connaît rien, il arrive dans un club, il va prendre des modèles. Si t'as pas des joueurs d'un certain niveau, pour moi, il faut au moins que tu aies des joueurs d'un niveau moins national ou d'un très très bon niveau régional pour voir ce qui est une bonne technique, un bon comportement, une attitude, ce que c'est une compétition, et avoir ce repère-là qui permet de dire, ok, ça c'est le modèle ultime. Après, tu comprendras qu'il y a encore des échelons au-dessus. Mais déjà, tu as une référence qui est très qualitative. J'ai entraîné moi dans des clubs où l'équipe première, elle est en départemental.
Et là, tu te retrouves en départemental, tu as un gamin qui a du potentiel, qui est coordonné, qui voit les trajectoires, qui fait tourner la balle. Sauf que lui, son modèle, c'est des mecs qui ont des gestes tout tordus et qui sont là plus pour l'apéro que pour jouer au ping-pong. Donc en fait, quand tu commences à lui dire, bah écoute, c'est pas mal. Moi, j'ai organisé des stages, j'ai fait venir d'autres personnes dans le club. Sauf que lui, bah, les parents, le temps qu'ils comprennent que c'est bien d'aller voir ailleurs, bah en fait, il a pris 3 ou 4 ans. Et en fait, c'est 3 ou 4 ans où à l'entraînement, il a l'impression d'être bon parce qu'il commence à les taper. Et il se dit, bah ça va, je suis dans les meilleurs du club. Et puis d'un seul coup, tu changes de club et tu te rends compte que ceux qui ont son âge, bah en fait, dans les compétitions, même s'il sortait déjà sur les compétitions, il passait pas le niveau départemental, début de régional. Et au bout d'un moment, il se dit, bah moi, j'aimerais bien aller voir au-dessus. Et ouais, mais t'as pris 3 ans où t'avais pas les bons repères. Oui, et d'un seul coup, t'as du retard. Ah, et quand... club... ouais, mais il y a des temps de passage sur le très haut niveau. Pour faire un champion, il y a des temps de passage. Et cadet, c'est déjà trop tard si t'as pris du retard sur le temps de passage. Finalement, un champion en devenir, on le détecte dans quelle catégorie, à quel moment, à quel âge? Pour moi, dès que tu regardes dans les catégories des Benjamins, les champions Benjamins, souvent ils sont très forts quand ils sont adultes. C'est rare que des gens se dégringolent en termes de niveau du moment où ils ont été bons. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Moi, cadet, c'est trop tard. Moi, je dirais à génération 97, à cause de Ruiz, c'est champion de France Benjamin. Ben, après, c'est pour le champion de France junior, quoi. C'est voilà. Non, moi, c'est pour moi faire un champion. Donc vraiment champion, c'est champion de France, champion vraiment un vrai. Souvent c'est des duos. C'est un entraîneur qui marche bien avec une joueuse qui marche très bien. Pour moi, c'est ça de faire des champions. Et en fait, t'es pas forcément obligé d'être dans un très grand club. Si ça fit à un moment donné. L'entraîneur est investi et fait il a des bonnes techniques et des bonnes fait du 1 pour 1. Par exemple, Créteil, là je note là, 110 licenciés, mais le petit Arthur Chancho là qui est 15 B2, il a pas un très gros club, leur équipe est en R1, mais il a un très bon entraîneur qui est 23 l'Arbi. Et voilà. Ouais, mais grande région par contre. Mais grande région. Ouais, grande région, grand pôle et grande densité. Et du coup, il peut aller s'entraîner avec plus fort. Non, c'est pas que au plus fort, c'est aussi que ces jeunes-là, il faut qu'ils puissent être détectés par des entraîneurs aussi au niveau de la ligue, d'être suivis, d'avoir les moyens. Pour moi, un grand club, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir les moyens de t'amener. Moi, j'ai entraîné dans des endroits où on va chercher les gamins dans les quartiers, ils ont pas de quoi se payer une raquette. Et d'un seul coup, si le club a pas les moyens de les pousser là-dedans, tu peux avoir le meilleur joueur que tu veux. Si le niveau est en départemental, les mecs, ils vont pas dire, bon, on va te mettre 3 ou 4 entraînements par semaine, on va te mettre un entraîneur à disposition. Donc, c'est que pour moi, déjà, si un petit club, c'est que t'as pas tous les horaires que tu veux. T'as pas l'entraîneur quand tu veux. Ça, c'est un petit club. C'est-à-dire que tu as peut-être que 2 entraînements dans la semaine. T'as l'entraîneur qu'une fois par semaine. Le gamin, il va jouer avec des adultes. Oui, mais c'est ça un petit club. Oui, mais pour moi, c'est important d'avoir. Un grand club peut avoir beaucoup d'entraîneurs, mais pour moi, c'est la relation entraîneur-joueur est plus importante. Oui, mais à partir du moment où t'as pas d'entraîneur. C'est ça, un petit club n'a pas d'entraîneur très souvent. La majorité des clubs en France, c'est quelqu'un de bénévole qui vient qui donne un coup de main ou un joueur qui prend éventuellement l'entraînement à son compte. Et avoir un jeune, même s'il est très doué dans ce niveau-là, il faut que le club le transmette directement ailleurs. Moi, je viens d'un tout petit club. Oui. Mais je viens d'un tout petit club, c'est-à-dire que moi j'ai fait 2 ans dans un tout petit club, c'est à Varennes-sur-Allier, et d'un seul coup tu peux pas rester là. Parce que si j'étais resté là, en fait, t'as pas le développement possible, t'as pas les moyens pour partir en compétition, t'as pas les repères simplement pour savoir ce que tu dois faire. Pourtant mon père était sportif, il a pris du temps pour m'entraîner, j'avais un bénévole au club qui était plutôt bon et qui était un entraîneur sympa et qui m'a développé, mais en fait au bout de 2 ans, on m'a dit mais en fait j'étais champion de département. Mais si là tu n'étais pas accompagné pour aller au-dessus, c'est mort. Et moi ce qui m'étonne, enfin, je le comprends au vu de l'évolution des pratiques et des méthodes d'entraînement. Et là, vous parlez cadet, mini. Le problème, c'est que cette limite, elle évolue tout le temps. C'est-à-dire que moi, ça fait 25 ans que je suis dans le ping. Être fort jeune, la barrière, elle descend en termes d'âge. Avant, c'était cadet. Ma génération, cadet, il y avait un numéro en France. Je vais te donner un exemple. Là maintenant, c'est les benjamins, c'est les minimes qui commencent à être de plus en plus forts. Tu détectes de plus en plus tôt, tu as des volumes d'entraînement sur les jeunes de plus en plus tôt, et être fort, ça se fait de plus en plus tôt. Et ça veut dire que le niveau en France et le rayonnement du tennis de table mondial, c'est dû aussi à la détection qui est de plus en plus importante, non? T'as pas cette impression, toi? C'est faux. Moi, j'ai regardé il y a longtemps, les minimes de cette année sont pas plus forts que les minimes il y a 15 ans. Ok. C'est pareil. Mais par contre, je trouve l'avantage. Après, on parle de champion. Félix, il a éclaté tous les temps de passage. Oui. Non, mais là, Félix, il était c'est pas la bonne référence. Thibaut Poré, Flavien Coton, tu regarderas les temps de passage. Flavien Coton, champion de d'ailleurs, on peut le féliciter parce qu'il a été champion d'Europe U21 depuis la dernière édition. Bravo. Et là, sur les temps de passage. Non, mais on parle de moyenne, là, on parle d'extra. Là, tu parles non, on parle de champion. On parle de champion. Ouais, mais là, tu me parles les minimes de cette année, il y a plus de cadets, numéros. Je dis qu'ils sont de plus en plus forts, plus forts tôt. Mais
Dernière chose. Ouais, dernière chose. Pour moi, tu peux plus facilement détecter, si tu as un entraîneur dans un petit club, sortir des champions, parce que tu repères plus facilement un petit club parce que tu as moins de licenciés. Donc tu peux plus facilement mettre l'accent sur un joueur qui joue bien et le repérer et l'entraîner un peu plus que souvent quand tu fais de la masse. Ben, je sais qu'à Jaran, on a ce problème-là. On fait beaucoup de masse et du coup, c'est plus difficile de sortir des gens très forts. Parce que tu fais de la masse, tu fais de la masse, tu fais de la masse. Non, mais Les champions, ils sont genre. en fait, je pense que les champions. Bah, Alexia, Agathe, c'est des champions quand même. Ils s'entraînent pas, les gens. ton référentiel sur les, je pense que ton référentiel sur les petits clubs est pas assez fort. Ah oui, non. C'est-à-dire que pour toi, déjà, tu pars du principe qu'il y a des créneaux d'entraînement et un entraîneur. Oui, non. Et moi, je pense à tous les autres petits clubs qui sont la majorité en France et qui nous écoutent. Merci à eux. Merci, on va pas les mettre d'accord sur ce sujet. On a bien eu, mais c'était très intéressant et très instructif évidemment. Merci pour ces débats enflammés. On va faire un petit bilan ou un gros bilan des championnats du monde qui se sont déroulés il y a peu. À tout de suite. Alors, les résultats des championnats du monde. Quelques résultats évidemment les plus importants et notamment les vainqueurs. Les simples, un sans faute chinois ou presque. Chez les hommes, on va retrouver Wang Shuqin, évidemment, qui a décroché son premier titre mondial. Je dis évidemment, mais c'est quand même son premier titre mondial, en dominant le Brésilien Hugo Calderano, donc un occidental. Chez les femmes, toujours en individuel, on a la tenante du titre, Sun Yingxia, qui a parfaitement défendu sa couronne en battant sa compatriote Wang Manyu en 4-7 contre 3. Et les doubles, on a double mixte, la paire de choc Wang Shuqin et Sun Yingxia qui a fait le triplé historique en remportant son 3e titre consécutif contre un double mixte japonais en s'imposant 3-1. Je ne vais pas les citer, c'est très compliqué à dire. Le double masculin, grande première depuis 61 puisque c'est les japonais Shinozuka et Togami qui sont devenus champions du monde en battant le duo taïwanais au tie-break décisif. Et enfin, double féminin, la paire chinoise Wang Manyu et Quan Man a décroché la médaille d'or, confirmant la suprématie de la Chine, même dans les épreuves par équipe et en double. Messieurs, un petit bilan. Évidemment, je n'ai pas parlé des Français, parce qu'il n'y a pas de victoire française, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le plateau international? Quid des Chinois, quid des Occidentaux, des Européens, du Brésil, évidemment. Heureusement qu'il y a les doubles pour amener des médailles aux Français. Oui. Alors, on va commencer par saluer les belles perfs, elles sont énormes. Les Japonais qui ont gagné, ils ont eu le forfait en demi-finale de la paire Bourrasso d'or. Oui, sur le crève-cœur, sinon c'est sûr que... Ils ont gagné. C'était pour nous, c'était pour eux. Chaud. Ils étaient Flo, chauds. ST, Merci. soignez-vous bien et revenez plus fort. Surtout ST, parce que Flo, ça a l'air d'aller. Ok, donc effectivement sur les doubles, les Occidentaux et les Japonais ont réussi à Chez jouer les leur hommes, carte. je mettrais chez les hommes en général, parce Ouais. qu'on a quand même Calderano Et oui, oui. qui fait finale, qui tape Liang Jin-kun en demi. Liang Jin-kun qui a battu Lin Shidong sur le quart de finale, qui était quand même de surprise que ces deux Chinois se fassent sortir sans aller en finale sur cette partie de tableau. C'est Calderano qui passe devant. Donc là, il y a quand même surprise. C'était pas si loin que ça. Bon, après, ils sortent quand même le titre. Ça prouve que sur les grands championnats, ils arrivent quand même Il y a de la à réserve. prendre les médailles. Ouais, il y a de la réserve. Bah, faut en taper 3, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. au tennis, il y avait Federer, Nadal, Djokovic. Il fallait taper les 3 pour avoir un titre et c'était pas évident. Là, les 3, ils sont dans le même pays. Donc c'est là où ça devient dur. Donc les Français ont bien tiré leur épingle du jeu. Chez les femmes, ouais, ça devient... voilà, les Chinoises sont devant. Largement. J'ai trouvé, mais globalement, sur les championnats du monde, j'ai trouvé que les athlètes étaient quand même très bien préparés. J'ai vu des Coréens très très bons, les Japonais aussi qui faisaient de très belles choses. Calderano qui arrive en pleine forme. On peut rajouter, après Félix et Alex. Maurice Regarde qui est là sur encore les- avec une médaille. Tous les grands moments, il est là, vice-champion olympique, la médaille au monde. Il arrive à se transcender. C'est ça. Même une petite embauche, je crois que la Suède, du coup, c'est son frère qui le coachait. Donc Ah oui. à la fin, Il n'est pas facile, Morgada. Ouais, je pense qu'il est pas facile. Il paraît que c'est un grand enfant en fait. Mais Pas c'est très son frère qui l'a responsable, coaché mais, à partir des 8e ou des 16e. Et moi, il y avait une image que j'avais adorée. C'était Togami sur Harimoto. Et Harimoto a perdu son collègue Togami. Et les Japonaises, elles étaient en pleurs parce qu'elles supportaient Harimoto, quoi. Alors que c'est un autre Japonais qui gagne, c'est sympa. Mais c'est là mais non, mais en mec, c'est sympa à voir parce que, ouais, tout. Même Simon Gauzy, on n'a pas parlé, mais qui mène 2-0 sur Wang Shuqin. Là, Et qui sort Qui sort un Nguyen Chinois. d'avant, qui sort aussi Anderson d'avant.
Et avec avec 2-0, Avec quel niveau de jeu c'est lui qui a mis plus de 7 à Wang Chongqing. Il a un second souffle, on a l'impression. Il mène Simon 2-0. Bozy, Il hein. mène 2-0. Ah, il a un second souffle dans sa carrière, là. Vous Bah, trouvez pas ou... Ça a été la locomotive pendant 10 ans Ouais. et de se faire bousculer et d'avoir. Parce qu'il a eu un burn-out à un moment donné, d'ailleurs, il l'a communiqué très officiellement, et là, il revient. Est-ce qu'il n'est pas meilleur Ça rejoint qu'avant? un peu ce qu'on disait sur l'entraînement tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, Simon ne jouait plus pour les bonnes raisons. Il a voulu forcer la machine, il jouait pour aller chercher des coins, chercher un classement. Il s'est un peu perdu là-dedans, alors que c'est un joueur qui a un toucher incroyable, qui est capable de faire des folies et qui jouait un peu contre nature aussi pour aller chercher les mecs tout au-dessus. Et là, quand on voit ce qu'il fait, bon, sur Anderstein, il a des balles de match, il en sauve une et puis après il gagne. Donc le scénario est fou, mais sur Lin Gaoyuan et même sur Wang Chongqing, il se met dans son élément, c'est-à-dire qu'il arrive à lancer le jeu, il se met à 3-4 mètres et il les tord. C'est-à-dire que loin de la table, il n'est pas prenable. Et en fait, d'un seul coup, lui s'éclate. Et on voit en interview, c'est qu'il, quand il perd, il le dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Et il voulait absolument pas parler de l'adversaire en disant c'est encore les Chinois et il était meilleur point. Il dit j'ai fait un bon match, point. Et il a été incroyable. Et j'adore quand il joue comme ça. C'est vraiment un régal de le voir à ce niveau-là. Et c'est pas le premier Chinois contre lequel il fait un bon match. Wang Chongqing, il Ouais, était depuis au-dessus quelques temps. sur la compète et c'est un des seuls qu'il a vraiment bousculé. Mais on se rappelle sur les dernières compétitions, ces balles de match ou sur Liang Jikun, avec un niveau aussi incroyable. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à les bousculer et qui arrivent à en bousculer plusieurs de cette façon. Donc vraiment bravo. Et moi, j'avais mis Félix champion du monde. Eh oui, T'étais c'est pas ça. loin. Mais ça aurait pu. C'était pas loin. Non, mais franchement, ça aurait pu. Alors, Grosse déception sur les pronos parce que c'est l'émission Oui, où tout je suis à fait. sorti et mon Ouais, favori t'avais les deux. c'était évidemment Ah, Wang ouais. Chongqing Et t'as qui mis est dans leur injouable. T'as mis Wang Chongqing, Calderano et me regarde sur le groupe. Non, c'est ça. En off, tu m'avais dit ça. Tu avais fait la finale quand même. Mais tu vois, Félix, un Ouais, mot c'est sur ça. Félix. Félix, en fait, on a parlé de Quentin qui a changé des choses dans son jeu en prenant le temps d'évoluer. Félix, il a pris 6 cm et 6 ça. kilos On en parlait. Depuis les JO. Depuis les JO. Donc en fait, là, ils ont travaillé énormément sur la puissance. Ils se sont rendus compte au JO. Jérémy Sureau a beaucoup travaillé pour qu'ils prennent de la puissance parce qu'il se rendait compte que sur Fan Zhendong, il passait pas en puissance. Et ben là, faut qu'il digère ça quand même. Donc il l'a payé beaucoup en début d'année. Il a eu des résultats où il perdait au premier tour. Il allait se refaire la cerise, je sais plus sur quel contender en Tunisie. Et puis là, il n'est pas encore au max de ce qu'il peut faire, mais quand la puissance va passer, C'est ça, hein. ça va déménager. Circuler pour mieux sauter quelque part un peu. Ouais, c'est un pouce. Faut rappeler à tout le monde, pongiste de tout niveau, qu'en fait une progression c'est pas linéaire. Voilà. Et même notre top joueur actuellement, lui aussi, il y a des plateaux, faut le temps de progresser, de développer des choses. Quand tu grandis, ça transforme. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il est sous-performé. Ça s'est joué à rien du tout sur son match avec le Coréen. Vraiment à des détails. Un peu de réussite du Coréen. Après, il passe Calderano. Calderano était super fort. Mais qu'est-ce qu'il dit que Calderano, il n'aurait pas, avec le système de jeu de Félix, il n'aurait pas trébuché, tu vois. Moi, il y a le facteur confiance, de toute façon. Il a perdu des matchs. Ça se joue vraiment. Ouais, c'est faut ça. le temps que la confiance elle revient. C'est ça qu'il est allé chercher au contender de Tunis. C'est pour ça qu'il en a repris un peu. Après, tu rebâtis pas le mental qu'il avait pour les JO avec la dynamique qu'il avait pour les JO en quelques. Ils sortent quand même avec une médaille. Ils sortent une médaille au monde, ça arrive pas non plus. Surtout pour les Français. Ils ont très bien géré Alexis, qui s'est mis, qui a mis une clignotant, qui s'est rangé sur le côté au bout de 2 matchs en disant simple, c'est pas pour moi. Il avait besoin de récupérer. C'est raisonnable. Félix, on a senti, il manquait le petit plus de confiance sur les moments très importants où au JO ça rentrait parce qu'il se posait 0 question. Là, il y a des choses qui ont un petit peu bougé, le curseur s'est déplacé. Donc il va falloir que ça se mette en place. Mais l'objectif, c'est pas les championnats du monde de cette année. L'objectif, c'est de faire top 3 mondial et d'être dans le classement tout en haut et d'aller taper sur les championnats du monde peut-être dans 2 ans ou les JO de Los Angeles. Là, d'un seul coup, ça va être autre chose. Un mot sur les filles, pour finir. Pretty 8e de finale, c'est bien. C'est exceptionnel. C'est pas exceptionnel, elle a pas fait une perte. 16 meilleures joueuses Oui, mais mondiales. elle a profité d'un tableau un peu plus ouvert, mais c'est très bien. Elle n'est pas dans le top 16 au classement, elle rentre dans le top 16 sur le résultat. Donc on peut dire que c'est très bien. C'est au-dessus de son niveau. Mais elle a surtout la dynamique actuellement a été compliquée. Il a fallu se relever des JO jeux, notamment. Voilà, où elle en a parlé notamment dans Elle le le dit, podcast hein, de Marie Mingo, qui est très intéressant à écouter également. Et par contre, arriver à revenir, à être présente sur l'événement et à quand même sortir un 8e de finale, quel que soit le tableau, bravo à elle. 3 victoires de suite. 3 victoires de suite. Elle disait que ça faisait un moment que ça lui était pas arrivé. arrivé. Bien la tête,
Et Charlotte Lutz Charlotte Lutz, qui tape en 16e de finale, j'avais marqué, mais qui perd en 16e de finale contre Sun Yingxia, mais en 32e, elle bat Jianan. Et ça, c'est aussi, dans la fin, quoi. c'est aussi un marqueur. La fin, je sais pas, mais La c'est fin une de qui bascule. La fin de qui Ça bascule, je pense. Moi, je vois plutôt que ça comme une progression de Charlotte, plus que comme une baisse de niveau de Jianan, parce que Jianan, elle tourne bien à Elle l'international. a tapé chez Paki. Ouais, Après, Jianan est extrêmement spécifique. Je veux dire, le service, le système de jeu, s'entraîner avec un joueur hyper spécifique. T'as à peu près le même jeu que Janan. C'est vrai. C'est mon alter ego au haut niveau filier. Elle s'inspire de toi, elle a dit. Parce qu'elle a. Elle Sauf en coup droit, moi, sauf en revers. Elle est un peu mais plus jeune c'est que un- toi, donc elle a d'abord regardé ce que tu faisais. Je pense. Et ensuite, mais pour les filles, oui, on sait que c'est difficile et que les Chinoises sont dessus, et même les Japonaises. Les Japonaises étaient pas très loin. Elles sont arrivées à proposer des choses. Médaille au dos. Ouais, et médaille. Mimaito. Sur le podium, hein. Mimaito, et puis c'était déjà fait taper par Kritika Pavad, donc peut-être que le chemin est pas loin. Il y a plus de chemin pour les filles que pour les garçons, en tout cas, au niveau français. Avec Leana Ochar et Nina Gozen qui arrive aussi quand même assez vite, qui a gagné Chasselin en par équipe, donc championne de France. Oui, et d'autres, hein, Flavien Poton. Alexia Nodin arrive. Alexia Loda. Flavien Poton va arriver chez les garçons aussi, hein, champion d'Europe U21, Ouais, ça va être il a 17 ans. Hein. Mais encore de belles années à vivre. Tout ça à suivre, évidemment. Merci. On passe aux questions et idées des internautes. Alors, première suggestion ou question par Elodie. Je crois que quelqu'un d'entre nous la connaît très bien. Merci Elodie pour cette question. Est-ce que les apéros et barbecues font partie de la prépa de fin de saison? Pourquoi de la fin de saison? Ça permet de consolider une équipe, avoir une bonne ambiance en par équipe. Et pour moi, quand tu as une bonne ambiance par équipe, tu peux performer. Ouais, Mais sur le raison, départ, ouais, c'est vrai. Pourquoi on estime vachement le pouvoir de l'apéro du barbecue Mais d'avant saison ou de la fin de cohésion saison. d'équipe. C'est vrai. Alors, écoute, je vais profiter pour passer le bonjour à un club où j'entraînais, où les loisirs, eux, ils avaient un programme qui était très rodé. C'est-à-dire qu'en septembre, tu faisais déjà un barbecue pour réunir déjà le premier entraînement, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ensuite, avant chaque vacances, t'arrivais début Toussaint, avant la Toussaint, il fallait qu'on fasse un petit gueuleton. Ensuite, il y avait, avant Noël, évidemment, les chocolats. T'arrivais en janvier, il y avait la galette des rois, la chandeleur. Moi, ils arrivaient avec les crêpières. Hein. Donc, j'avais un groupe qui était plus là pour bouffer et faire des apéros que pour s'entraîner. Pour ouvrir un restaurant. Ouais. Et c'est un super groupe. Et en fait, c'était aussi bien. Ça aide. Le groupe loisir s'est construit autour de ça. Et ils ont recruté beaucoup de monde et on s'amusait énormément. On faisait un peu de ping, on rigolait. Ils faisaient très peu de compétition. Mais il n'y a pas que sur l'aspect compétitif et c'est ultra important. Ouais, ça permet de remettre le mental à zéro, de faire le lien. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on fait un barbecue qu'on est obligé de s'enfiler les 150 saucisses de la réserve. Et pareil pour les Avec bières. modération. Voilà, vaut mieux faire 150 barbecues. Évidemment. Loïc, merci Loïc pour ta question. Comment progresser quand on est dans un petit club et qu'on ne veut pas abandonner? Rapide tour de table. On en a parlé. Faudrait connaître les contraintes qu'il a parce que là c'est spécifique. Comme chaque joueur, voilà, c'est spécificité. Chaque club, on pourrait lui dire, Mute. non, muter c'est la solution de facilité, mais dans son petit club, il faudrait savoir s'il a un entraîneur, combien de temps il peut s'entraîner, quels sont les partenaires qu'il a à disposition. On pourrait lui répondre, hein, il peut renvoyer un message plus précis. Hein. Moi, il y a ça quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que pour une licence LSA, c'est-à-dire aller chercher un peu de la relance occasionnelle dans un autre club à côté. Et tu peux avoir, tu vois, tu peux dire jouer un peu la 40 avec ton club qui est triste, mais tu te dire, moi je reste dans votre club. Par exemple, si t'es numéro et que ton club est en R1, moi je veux pas muter parce que je me sens bien dans votre club, mais je prendrai une licence extérieure dans un autre club. Et il y a plein de clubs qui peuvent te payer la licence extérieure pour que tu vois. Commence pas à taper dans les finances des clubs, c'est déjà difficile pour tout le monde. Arrête. Tu peux aller chercher ta licence extérieure. Tu reprends un exemple de régional et de numéro et moi je pense qu'il est dans un club beaucoup plus petit que ça et c'est là où c'est beaucoup plus contraignant, tu vois. À quelle distance il est? Est-ce que c'est peut-être un club dans les campagnes, tu as des clubs dans des petites villes. Non mais pas justement, on peut progresser partout. C'est pour ça que c'est important de comprendre que malgré les contraintes, on peut toujours trouver des solutions. C'est plus ou moins facile, mais il faudrait que moi, si je serais très content de lui filer un coup de main, mais il faudrait que j'ai plus d'informations que ça. Et Maki me compte. Quentin. Non, je suis d'accord avec ça. Qui passe par Monkey Pong et je ferai le relais. Très bien, bravo, il y a du business qui se fait. Stéphane, quels sont les leviers principaux d'une bonne progression? l'argent. On a évoqué les. Et si t'as pas d'argent, c'est foutu. Les quatre? Les quatre piliers, là, Ouais, c'est c'est pas physique, mental, ouais. technico-tactique et. Non, mais s'entraîner correctement. Technique, tactique, ça mis ensemble. Ah oui, j'ai mis technico-tactique en même temps, ouais. S'entraîner correctement.
Peut-être que c'est Stéphane, c'est quelqu'un qui Je pense que stagne, qui c'est la base. plafonne à un moment Ouais, donné. Peut-être qu'il a besoin. Se donner des Stéphane, objectifs. pour pas faire d'entraînement plus jours. J'en sais rien, j'en sais rien. Pas de nom. En fait, je pense qu'il faut partir d'une situation spécifique, dire j'ai un problème là et je vais travailler ça et se donner un temps sur lequel on va le travailler. Ok. Comprendre que la progression elle est un peu longue. Donc dire voilà, moi j'ai un défaut en coup droit, en revers, sur la tactique. Se dire bah, je vais me donner 6 semaines où je vais bosser ça à l'entraînement. Ok. Pas que tout l'entraînement, hein, mais en tout cas peut-être sur 1 ou 2 exercices à chaque entraînement et comprendre que le temps va être long et ce défaut va se combler petit à petit. Parce- Et ça, je pense que c'est un levier très important de prendre le temps de comprendre la progression et de pas dire bah, je veux que ce soit réglé maintenant en 2 semaines. Ok, parce qu'il y a des joueurs, effectivement, et peut-être que c'est ça qui est derrière, qui progressent, qui vont prendre 200, 300 points en 2 ans. Ouais. Et tout d'un coup, ils plafonnent. Oui. Là, pendant 2 ans, il se passe plus rien. Peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que. Quelles astuces Une là courbe de progression, c'est pas linéaire, mais surtout, on arrive à un niveau et parfois il faut casser ce qu'on a construit pour découvrir des nouvelles choses. Ah, Donc ça arrive qu'on ait un creux où on redescende pour repartir. donc déconstruire peut-être des choses sur lesquelles on a bien progressé, parce qu'il va falloir changer de registre, peut-être de. Typiquement, quand t'es petit, on te dit, voilà, renvoie la balle sur la table. Mmh. Et puis au bout d'un moment, on te dit, bah, faut le faire bouger. Tu joues à droite et à gauche. Ouais. Et quand tu sais faire gauche-droite, on te dit, faut aller au ventre. Je dis, bah attends, et ça s'arrête jamais cette histoire. Puis après, on me dit, bah le ventre, c'est pas assez. Il faut aller sur les petits côtés. Mais je faisais déjà gauche et droite avant. Bah oui, mais il faut aller plus sur les côtés. Génial. Ça Quentin. s'arrête jamais. Ah, je suis d'accord finir. avec cette question des paliers en fait. Faut pas les accepter parce que accepter c'est renoncer, mais faut les tolérer. Moi, j'ai eu des paliers de stagnation pendant 3 ans à un même classement. Ça m'a pas empêché de continuer à performer derrière. Après, des fois, il y a aussi des facteurs qui sont hors du ping qui font que on a moins de temps, de solutions pour être performant. On pense à autre chose quand on est à la salle, on est fatigué, on passe un concours, on a le stress de Parcoursup. En ce moment, il y en a pour qui c'est le cas. Voilà, donc il faut aussi accepter qu'il y a des moments où on avance moins. C'est pas on avance plus, c'est juste on prend le temps de développer la suite. Pierrot, il dit que dans notre petit club, on a mis en place des entraînements dirigés pour la première fois il y a 1 mois. C'est génial, bravo. Mais il dit que certains joueurs avec Picolon et Antitop n'ont fait qu'une séance parce qu'ils trouvent que ce n'est pas adapté à leur jeu. Alors comment on fait pour les garder motivés, ceux qui ont peut-être des revêtements atypiques? Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que dans les entraînements, on entraîne souvent un groupe alors qu'on n'a que des individus. Et les picots et les antitops, c'est un vrai sujet parce que peut-être que l'entraîneur n'est pas formé dessus. C'est des jeux spécifiques. Donc trouver des exercices. Souvent dans un exercice, on dit voilà, vous faites top spin sur bloc, le bloqueur il se met en revers et d'un seul coup le mec il dit ben moi j'ai un picot. Ouais, bah, tu as une poussette. Ben tu te mets en pivot. Et moi je pense que on peut aller chercher des trucs un peu plus originaux, dire bah tu vas apprendre à jouer sur le picot, tu fais une poussette, un top, une poussette, un top. Un entraînement, là, je serais curieux de savoir s'il le paye, tu vois, il faut venir un entraîneur extérieur, il le paye 1h30. Sauf que pour moi, un entraîneur de ping, c'est aussi un peu comme un DJ. S'il n'arrive pas et il vient, il fait 1h30, il y a quand même normalement un peu de prépa aussi derrière, quoi. Si tu veux faire des... C'est l'URSSAF qui arrive là, vas-y. Si tu veux faire un peu de... si tu veux faire un peu d'individualité, tout ça, bah tu la prépares ta séance. T'arrives pas en mode, ah bah mince, il y a 2 Donc ça veut dire qu'en amont, ils se renseignent Il y a pour un savoir, amont, voilà, est-ce qu'il y a des jeunes? Il y a le club Écully, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Et ils ont un groupe WhatsApp où ils s'inscrivent en amont dans dans l'entraînement. Bah voilà, ils bloquent à 12 ou à 14. Hop, ils savent que les 14 joueurs sont là. Et du coup, l'entraîneur, il sait qui est là. Et du coup, dans son heure prépa ou sa demi-heure prépa. Mais il a les profils des joueurs aussi? Et là, bah, il les connaît. Il les connaît, donc. d'accord. Et donc, après, tu peux faire un peu plus d'individualité. Tu veux pas arriver à une séance, dire bon, bah, c'est le même exercice. Le Pico, c'est une chance quand même. On en joue à la table et complètement. on a tous galéré à un moment en tournoi et quand on avait nos 2 backside et qu'on jouait un Pico et Oui, mais ils n'avaient pas l'air de s'y retrouver. Ouais. Eux, ils n'avaient pas l'air de s'y retrouver dans Parce qu'on leur l'entraînement. a pas laissé la place. Déjà, faire C'est ça. comprendre à l'ensemble des joueurs qu'avoir des picots dans un club, c'est une chance. Faites de la place au picot dans les clubs. Voilà. Et jouer avec, ça permet de comprendre le ping d'une autre manière. Et puis une fois, c'est vrai qu'ils sont partis au bout d'une fois, peut-être qu'il faut les réinviter et faire des choses un peu plus spécifiques pour eux. Pour eux. Il faut être capable d'adapter. Il faut que l'entraîneur aussi découvre. Un mois, c'est un peu court pour vraiment savoir les tenants, les aboutissants, les envies de chacun. Donc il faut aller chercher. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut qu'ils renouvellent ça, qu'ils communiquent beaucoup, qu'ils discutent, voir ce qu'ils attendent. Parce que c'est vrai que l'entraîneur arrive, les joueurs ont des attentes. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'il me fasse ça. Contacter Cyril encore. Si l'entraîneur vient et lui, il a sa façon d'entraîner et il la met là et d'un seul coup, ils attendent autre chose, bah, c'est comme un chanteur ne trouve pas son public, bah, d'un seul coup, tu trouves ça nul et tu t'en vas. Les DJ, les chanteurs. Mais c'est exactement ça. Voilà, Après, les métaphores. T'as des joueurs qui viennent à l'entraînement et qui veulent avoir que des droitiers avec 2 backside, qu'on voit fort des 2 côtés en disant c'est ça le ping. Mais dans les clubs, c'est pas ça. Et encore plus dans les petits clubs où chacun a appris à jouer un peu comme il a pu, quoi.
Allez, une dernière question devinette. On a posé la question à ChatGPT, en tout cas je l'ai posée, mais je vais vous la poser à vous et vous allez peut-être me donner la réponse et puis on verra la réponse qui a été donnée par ChatGPT. Quel conseil matériel pour un joueur classé 8 qui joue majoritairement en poussette et en bloc, mais qui voudrait développer sa capacité à démarrer en CD, en coup droit donc. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller Il faudrait que sur son coup droit, il prenne... Une plaque plutôt tendre, donc alors je connais pas trop les marques, mais à l'époque c'était donc un petit bar 4. Non mais je veux dire, un équivalent de marque GPS. Moi je suis là, je dis ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vais peut-être pas dormir de mer. Là c'est bon. L'important c'est une plaque tendre pour sentir un petit peu l'accroche, parce que sur les plaques dures pour moi c'est mon ressenti. En tout cas c'est plus difficile pour démarrer. D'autres avis? Moi déjà je vois pas un 8 avec des plaques dures, mais moi je crois que j'ai pas les bons repères. J'ai été bloqueur pendant longtemps et j'ai appris plus tard que la coutume pour les bloqueurs c'était plutôt les plaques dures. Moi je jouais avec des 40 degrés qui absorbaient tout, d'où le bloc aspirateur notamment. Je pense laisser l'entraîneur parler parce que ça m'évitera de dire j'ai une raquette d'enfant jusqu'à 32 ans quoi. Et sur l'épaisseur du revêtement? C'est un débat qui est fou le matériel. Moi j'ai quoi? Il y a des joueurs. C'est pas une question, c'est un épisode. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer qu'avec un seul type de matériel, quel que soit leur niveau. Et moi, j'ai vu des mecs qui jouaient même pas avec leur raquette et ça changeait rien du tout à leur niveau de jeu. Donc, c'est dur de donner un type de jeu. Moi, ce que je conseillerais et ce que j'ai conseillé à chaque fois à des débutants, des loisirs, des adultes, et quand tu veux changer, prends les raquettes de tes copains. Déjà, à l'entraînement, voilà, ça demande pas d'investissement. Tu demandes gentiment, est-ce que tu peux me prêter ta raquette à un jeune, à un adulte? Parce que si t'es dans un petit club et des gens de ton niveau, en général, ils ont pas des raquettes de fou, ils vont pas se retrouver avec un truc incontrôlable. Voilà, ça peut arriver, mais c'est juste pour flamber sur le prix, j'achète la raquette à plus cher. Ça peut arriver aussi, mais essayez différents styles de raquettes et dire, bah tiens, la raquette de mon copain Kevin, je trouve sympa. J'aime bien quand je fais mon top spin, ça va bien. Voilà, déjà, tu auras un retour, l'entraîneur va dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il a? Effectivement, c'est peut-être une plaque tendre. Et ça suffit parce que, quand on parlait d'envie, bah des fois, il y a des raquettes, elles font juste envie parce qu'on les trouve jolies. Mais s'il l'essaye et qu'en plus, il l'aime bien et qu'il joue bien avec, vas-y. Ça peut suffire. Voilà. Après, l'épaisseur, le machin. On va voir, on évalue rapidement la pertinence de la réponse de ChatGPT. J'essaye de faire un résumé. Pour faciliter le démarrage coup droit, installez sur votre coup droit une plaque tenseur. Off- ou all-round plus, épaisseur d'environ 2 mm, voilà, c'est un bon compromis pour lui. Et lui conseille aussi pour le bois un all plus polyvalent, voilà, suffisamment flexible pour amortir la balle en verre tout en restituant l'énergie nécessaire au top spin coup droit. C'est pas mal. Prochaine émission, elle sera assurée par ChatGPT qui vont nous 3 et 5. Un robot. Merci, c'est la fin de notre Monkey Talk Show. Merci à nos chroniqueurs. Chers followers, continuez à nous écouter, à commenter, nous interpeller et à relayer cette magnifique émission sur les réseaux sociaux. Le MTS range son micro, mais on garde un œil sur les balles. À très bientôt. Merci encore. Salut. Ciao. Ciao Fred.